Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Gizmo. Je suis en compagnie de Quentin aujourd'hui, avec qui on va avoir le plaisir de passer la prochaine heure et demie. Pour commencer cet épisode, une annonce un petit peu spéciale suite au premier apéro Gizmo. Le deuxième se prépare, ou en tout cas la date, ça y est, elle est déjà calée. Donc si ça vous fait plaisir et vous avez envie de faire partie cette fois-ci de cette aventure en vrai et qu'on se rencontre, notez bien dans votre agenda, ce sera le mardi 7 décembre. Même endroit que la dernière fois, le bar Les Copains. Et puis on s'y retrouve en direct à Paris pour discuter ensemble et enfin se rencontrer. Petite annonce finie et close. Je vous disais, ouais, je suis en compagnie de Quentin. Ça me fait très plaisir de faire cet épisode avec toi. On va passer, je n'en doute pas, un très bon moment ensemble. Si tu le veux bien pour tous ceux Pas de qui nous pression, écoutent. pas de Non, pression. je mets jamais la pression. Mon but, te mettre à l'aise et on va passer un très bon moment. Euh, pour ceux qui nous écoutent, je veux bien que tu commences par te présenter, te dire un petit peu qui tu es, et aussi nous expliquer comment tu es arrivé dans la 3D, les tout débuts, comment ça t'est venu. Alors, je suis Quentin Marmier, je suis aujourd'hui, artiste procédural chez Epic Games, principalement travaillant sur des jeux vidéo, mais plutôt les démos. J'ai auparavant travaillé 7 ans chez ILM en tant que superviseur environnement, et auparavant j'étais à Paris, je travaillais dans un studio qui s'appelle Shady, qui, a été racheté par, Night Shift et qui est devenu Brunch Studio aujourd'hui. J'espère que je dis pas de bêtises parce que ça fait quand même longtemps. Heu et j'ai commencé dans la 3D, à la fin des années 90, 98-99 quand j'avais, 16-17 ans, 16 ans. Hem J'étais un geek, je C'est jouais bien de beaucoup aux l'assumer. jeux vidéo. J'ai Pardon? Non, je te disais, c'est bien de l'assumer déjà, c'est un bon postulat de Ouais, ah base. non, bah, attends, il faut on assume totalement, quand de toute façon, quand tu fais ce boulot et que tu passes, 60 heures par semaine à faire des effets spéciaux et rester sur un écran, il faut être un peu geek. Si tu l'es pas, ça va pas marcher, hein. Hem, mais donc j'étais un geek, averti, je jouais énormément aux jeux vidéo et j'étais pas trop mauvais en classe, mais je sais pas ce qui s'est passé, aux alentours de la seconde. J'ai commencé à, pas mal me prendre la tête, à l'école, je m'amusais plus du tout et donc j'ai arrêté de bosser et donc je me suis retrouvé à plus pouvoir aller dans les filières où je voulais aller et donc je me suis retrouvé dans une filière, particulièrement ennuyeuse qui s'appelle électronique, où je me suis mais ennuyé, mais à un point, mais c'était ridicule. Et on là, un des avantages, c'est qu'on n'avait pas de boulot, à la maison, pas trop, donc j'avais beaucoup de temps pour jouer aux jeux vidéo et comme j'étais plutôt quelqu'un de créatif et dégourdi avec les ordinateurs, je de du jeu vidéo, j'ai voulu passer à un peu plus créer des jeux vidéo et je m'y suis intéressé et donc la fin des années 90, c'était encore pour moi le début de la 3D. Il y avait pas beaucoup d'informations, on avait à peine internet, et donc quand j'ai commencé à voir qu'on pouvait faire, nos propres bouts de jeux vidéo, à l'époque, je me rappelais le gros truc, c'était un jeu qui s'appelle Total Annihilation auquel je jouais beaucoup et on pouvait faire nos propres unités dans le jeu, à la condition de savoir utiliser 3ds Max. Donc ni une ni deux, je me suis mis à apprendre 3ds Max de mon côté. J'ai acheté un énorme bouquin qui est ce qu'on appelle le Macmillan, qui est un espèce de bottin, parce que encore une fois, il y avait pas internet. C'était un bouquin cher, assez effrayant, parce que vraiment, tu vois, un bottin, quoi. Et je m'y suis mis, plutôt que de jouer aux vidéos, j'ai commencé à apprendre 3ds Max et ça m'a passionné, mais passionné. Et vraiment, j'ai adoré et voilà, j'ai commencé à faire mes petits projets perso dans mon coin et du coup, l'électronique, c'est passé à la trappe complètement. Je disais: «Non mais ça m'intéresse pas du tout, je préfère faire de la 3D». Tu vois, c'est le futur, c'est les nouvelles technologies vachement cool. Surtout que l'électronique tel que ça a été enseigné à l'époque, pour le bac et tout, c'était ridiculement, ennuyeux. On faisait des trucs, j'avais fait un détecteur de pisse pour, c'était le projet qu'on avait au bac, c'était un détecteur de pisse. On faisait le circuit électronique pour mettre les trucs sur lesquels tu pisses pour que ça, tu sais, ça reconnaît la couleur et tout. Enfin bon, super glorieux, quoi. Donc c'est sûr que ça m'a pas trop, enchanté et en même temps, j'avais cette donc nouvelle passion de pouvoir apprendre la 3D sur le côté. Donc ça, c'était le préambule.
parce que, beaucoup de choses se sont passées ensuite et je vais pas rentrer trop dans les détails parce que je pense qu'on va s'ennuyer. Mais, globalement, depuis ce point, quand j'ai passé mon bac, je me suis dit: «OK, je vais pas faire d'électronique, je vais pas faire tout ça. Je veux soit être pilote d'avion, soit, faire des études d'art». Et pilote d'avion, comme j'avais pas fait S, c'était pas vraiment possible, donc j'ai été pour les études d'art et ça a été une révélation. Je me suis éclaté à faire, des études d'art à Paris, et puis je me suis retrouvé, pas trop mauvais à faire à ces trucs artistiques. Mon père avait la fibre artistique, il m'avait pas mal, mis la main à la pâte dans le passé, mais je me suis retrouvé pas trop mauvais. J'ai commencé avec une prépa en art, toute bête, qui s'appelle, la mise à niveau en art appliqué. Hem Et à cette époque-là, je ne connaissais rien à l'art, j'avais quasiment jamais dessiné, j'étais pas du tout là-dedans. Moi, j'étais un geek, hein, je l'avais dit avant. Et ensuite, j'ai commencé ce truc-là, donc à Sainte-Geneviève à Paris. Et là, ça a changé ma vie parce que d'un coup, j'ai découvert tout le monde, des arts plastiques, arts appliqués et ça m'a passionné. J'ai commencé à mettre à dessiner énormément, tous les jours. J'étais passionné par ce truc-là. Je me suis retrouvé, en bonne position dans cette classe, pour prétendre à des trucs un peu mieux. Et entre-temps, comme j'ai découvert l'art, j'ai totalement abandonné la 3D. Parce que pour moi, c'était un truc que je faisais comme un hobby dans mon coin et que j'avais aucune, j'avais intention d'en faire mon boulot. D'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, je voulais rentrer aussi à Sup Infocom. Donc j'avais l'intention d'en faire mon boulot. C'est pour ça que j'ai fait des études d'art. Mais une fois que j'ai découvert le dessin, je me suis dit: «Non, non, mais la 3D en fait c'est pas ça que je veux faire, c'est du dessin». Et donc je me suis orienté vers le dessin pur à partir de ce moment-là. Ça a mis un peu de temps pour moi à trouver exactement ce que je voulais faire. Donc après la mise à niveau en art appliqué, j'ai fait du design produit, où je dessinais des voitures et je dessinais OK. des objets, des fauteuils, des meubles, ça m'a passionné aussi. Ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, en fait, je faisais de la 3D pour moi sur le côté et que c'était très, très utile pour faire du design produit. Mais j'ai pas fait du design produit parce que je faisais déjà de la 3D, c'est juste parce que ça m'intéressait, que je voulais dessiner des objets, je voulais créer des trucs, quoi. Et Ouais, là puis, c'est à ce moment-là où j'ai découvert, des gens encore meilleurs en dessin et des gens qui m'ont passionné, des artistes BD, des grands peintres, des grands maîtres, du passé. Et je me suis dit: «Non, non, 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 pas de 3D, pas de design, non, ce que je veux vraiment faire, c'est du dessin». Donc je me suis mis en tête de rentrer au Gobelin en animation, qui à l'époque, je sais pas vraiment quelle réputation ça a retenu aujourd'hui, je pense que c'est la même, mais à l'époque, c'était le graal du dessin quand tu étais dans les études d'art. Si tu dessinais bien et si tu voulais progresser en dessin et si tu voulais être considéré comme quelqu'un qui est bon en dessin, il fallait faire les Gobelins. Hem Et donc je me suis mis en tête, de rentrer aux Gobelins. J'ai essayé une première fois, ça n'a pas marché, j'étais pas prêt parce que c'est un concours assez ouais. difficile. J'ai fait un pas de côté où je suis rentré aux Gobelins, mais en graphisme, pas en animation. Parce que je me suis dit: «Bah, je sais pas trop quoi faire, donc autant prendre un pas de recul et essayer de me préparer encore et faire une année supplémentaire». J'ai fait du graphisme pendant un an au Gobelin. J'ai découvert le graphisme, ce qui m'a passionné aussi. Pendant un moment, je me suis dit: «Ah, je vais faire du graphisme, en fait». Après le graphisme, j'ai compris que c'était pas vraiment un métier d'avenir, en tout cas de mon point de vue. Je devrais pas dire ça pour tous les graphistes qui nous écoutent, mais moi ça m'a un peu calmé à l'époque parce que j'ai vu beaucoup de gens qui juste utilisaient Photoshop, et qui se prétendaient graphistes et qui vendaient de la merde, à droite à gauche, et j'ai vu que ça saturait le marché et ça m'a un peu refroidi. En plus, j'ai vu que la plupart du temps, tu devais travailler comme freelance. C'est un monde qui me faisait un peu peur. Ouais, je sais pas, j'ai pas été très chaud. Et puis de toute façon, comme je disais, mon but c'était quand même de faire du dessin et de rentrer au Gobelin en animation. Donc je me suis focalisé là-dessus et j'ai fini par rentrer au Gobelin en animation et j'ai absolument adoré la formation. J'ai énormément progressé en dessin, j'ai progressé à tous les niveaux, de point de vue, création de films en général. Ça a duré Attends 3 ans attends, et je te coupe, c'est je te coupe juste, du coup, toi, j'essaie de comprendre. Les Gobelins, c'était vraiment juste pour le côté dessin, mais en fait, l'animation, en fait, à cette époque-là, tu t'y étais un peu intéressée ou
pas du tout et c'est par les Gobelins parce que c'était un peu la meilleure que tu t'es dit: «Ah bah, en fait, le dessin a une application un peu concrète, c'est un outil pour, produire des animations et OK, dans ces cas-là, je vais m'y intéresser. S'il y a que les meilleurs qui sont là, c'est comment tu voyais les choses et le lien, C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et je crois que tu fais très bien de la poser parce que, effectivement, quand j'ai décidé de rentrer au Gobelins, je pense que j'ai décidé de rentrer au Gobelins pour les mauvaises raisons. Effectivement, je l'animation, en vrai, ouais, j'aimais bien ça et tout, c'était cool, mais c'était pas plus mon truc que ça, en fait, pas plus que ça. Je voulais rentrer au Gobelins uniquement pour le dessin et je crois et c'est pour ça que je dis que tu as raison de le souligner, je pense que c'était une erreur et je crois qu'il y a beaucoup de gens et même après moi, parce que je te parle de ça, c'est il y a 15 ans maintenant, hem, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la même erreur, qui sont rentrés au Gobelins juste pour le dessin et d'ailleurs je l'ai vu dans ma classe, il y avait des gens qui en avaient rien à carrer de l'animation, qui étaient rentrés juste pour le côté dessin. Mais c'est pas grave en vrai, parce que, effectivement, j'ai découvert l'animation, ça m'a beaucoup plu, j'ai appris à animer au Gobelins, heu et c'est un des autres trucs que j'ai appris au Gobelins, en plus du reste, qui m'a été utile après dans le reste de ma carrière. Donc en vrai, c'est pas très grave et tu sais, c'est comme moi je pense que c'est comme ça qu'on trouve notre chemin. On sait jamais vraiment, on y va pour ça, puis on découvre ça. J'ai été dans les arts appliqués pour faire de la 3D et puis je suis passé au design produit et puis du design produit, je suis passé au graphisme et puis après je suis passé à l'animation. En vrai, je trouve ça plutôt bien parce que ça te donne un panel assez étendu des trucs. Alors effectivement, ça fait beaucoup d'études, hein, tout le monde peut pas se permettre ça, mais bon, j'avais des parents qui étaient, supporters. Je parle plus français beaucoup ces temps-ci, donc des fois je vais chercher mes mots un peu, hein. Heu et voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'au Gobelins, un truc intéressant, c'est que pendant toutes ces années, moi, ma focalisation, c'était: «Je veux progresser en dessin, je veux être le meilleur dessinateur possible, je veux faire de la BD, je veux faire de l'animation traditionnelle», comme on voyait, parce que c'était un peu ce qui était starifié dans ces écoles. C'est les gens qui sont extrêmement bons en dessin et c'est vers ça que je me focalisais. Mais ce qui est important de souligner, c'est que pendant tout ce temps-là et comme je disais, ça fait 7 ans d'études, donc ça fait pas mal de temps. J'ai continué à faire de la 3D, sur le côté. Parce que, tu vois, j'ai commencé en 97-98 dans mon coin, c'était, 2 ans avant mon bac. J'ai fait de la 3D pendant 2-3 ans et à faire ça dans mon coin tout seul et à faire mes propres projets, bah, j'ai pas mal progressé et à ce moment-là, j'avais déjà un niveau, en 3D qui était, suffisant pour potentiellement trouver un boulot. D'ailleurs, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, hein, pendant tout ce temps-là, de 3D où j'ai des illustrations, je modélisais des trucs, je texturais des trucs ici et là. Mais donc pendant toutes mes études, j'ai continué à faire de la 3D sur le côté, comme un hobby ou comme un truc qui venait m'aider dans mes études. Donc tu vois, dans le design, je faisais, mes designs, je les faisais en 3D parce que je faisais des beaux rendus de trucs et à l'époque, j'étais le seul à le faire, personne connaissait, autour de moi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun, mais à l'époque, j'étais le seul dans ma classe à faire de la 3D. Donc c'était bien, tu vois, ça me donnait une sérieuse plus-value, quoi. Même en graphisme, hein, je m'étais fait une spécialité quand je commençais à faire du graphisme freelance. Je m'étais fait une spécialité de faire mes affiches et les trucs que je faisais. Je faisais une illustration en 3D, d'un objet et je le faisais j'avais mon style, mon propre truc et c'est comme ça que je mettais en avant la 3D comme une plus-value, si tu veux. Et au Gobelins, c'est passé un peu la même chose. J'ai progressé en dessin énormément, j'étais très content, mais la vérité, c'est que je me suis mis au dessin un tout petit peu trop tard à mon goût et que j'avais un peu trop de retard par rapport à des mecs qui étaient nés avec et qui dessinaient, naturellement les yeux fermés, tu vois? Donc même si j'avais pas mal progressé, je pense que j'avais pas suffisamment le niveau pour prétendre, aux choses que je voulais en dessin. les choses que tu voulais en dessin, c'était, dessinateur de BD ou, animateur, 2D, c'est ça? Alors, ce qui s'est réaffiné au fur et à mesure, c'est qu'effectivement en rentrant dans l'animation et heu et au Gobelins, je me suis intéressé plus à l'industrie du cinéma et des jeux vidéo en général. De la 3D, je suis passé plus il y a toujours eu le côté créatif qui m'a motivé et le côté créatif a fait que je me suis intéressé, pour le marier avec le dessin, au concept art. Donc à cette époque-là, ce que je voulais absolument faire, c'était être concept artiste. La référence absolue pour moi, de ce qui était devenu ou ce qui était devenu mon but dans la vie, c'était les concept art de Star Wars. OK. Parce que allez, donc comme tout bon geek qui se respecte, j'étais un fan de Star Wars, surtout que étant né moi je suis né au début des années 80,
Heu, je l'ai subi l'influence Star Wars, peut-être d'une manière différente de la génération qui est née à partir de 2000 parce qu'eux, ils ont eu les derniers films et moi j'ai avec les premiers films, j'ai été bercé par Star Wars. J'étais un gros fan de Star Wars. Je jouais à tous les jeux Star Wars. C'était un truc et je l'assumais pas mal d'ailleurs. Mais donc quand je me suis intéressé à l'art et que j'ai fait la 3D et tout ça, effectivement, j'ai modélisé des trucs Star Wars comme tout bon geek qui se respecte et notamment quand j'étais au Gobelin, le truc qui m'a vachement influencé, c'est ces bouquins qui sont sortis sur les concept art de Star Wars épisodes 1, 2 et 3, qui sortaient à ce moment-là et où il y avait, ces grands noms du concept art, donc Yannick Dussault, pour les matte painting, il y avait Ian McCaig pour les personnages, Ryan Church pour les speed paint et ça, c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit: «Ah OK, c'est ça que je dois faire». C'est tout ce que j'aime, c'est ce genre de dessin, de trucs que je veux aller vers ça. Pour en revenir à ce que je disais avant, ce qui s'est passé au Gobelin, c'est que j'ai donc réalisé relativement rapidement que mon niveau de dessin allait peut-être pas être suffisant pour prétendre à ces trucs-là, mais j'en démordais pas, je vais quand même essayer. Le truc, c'est que, les Gobelins, c'est très compétitif, hein. Il y a 25 élèves, la sélection est très dure. Encore une fois, c'est une formation assez dure et il fallait que je reste à niveau avec le reste de la classe et ma manière de rester à niveau, c'est encore une fois d'utiliser la 3D pour comme une plus-value, pour aller un peu plus loin que ce que je faisais d'habitude. Donc comme je galérais un peu en animation traditionnelle, à dessiner les personnages Disney, même si j'aimais ça, j'étais pas vraiment pas le meilleur, dès qu'il y avait un truc où je pouvais mettre de la 3D, je le faisais. Tu un exemple concret? Est-ce que c'était, par exemple, t'avais aussi la marionnette en 3D pour le posing, tu l'amenais d'abord en 3D, ensuite tu la dessinais, ça pouvait t'aider? Est-ce que tu Par exemple, j'ai fait ça plusieurs fois ou, un exemple plus concret, c'est que, en milieu de deuxième année des Gobelins, il fallait qu'on fasse un petit film personnel de 30 secondes. C'était un des gros projets de l'année, c'était un concours pour Canal J. Il fallait faire une petite animation de 30 secondes qui allait être diffusée sur Canal J. J'étais pas du tout inspiré, je pense que j'avais pas le niveau de dessin pour faire les trucs que je voulais faire et donc j'ai dit: «Tu sais quoi? Je vais le faire en 3D parce qu'en 3D ça va me prendre 10 minutes». Ah j'exagère, mais la 3D je le respire. J'en fais depuis 10 ans maintenant. À cette époque-là, je c'est pour moi c'est facile. Du coup, j'ai fait mon film en 3D dans mon coin, en rendant, sur mon ordinateur la nuit les trucs et j'ai fait un truc que je considère pas trop mal pour l'époque et ça a eu du succès, j'ai même gagné un prix avec. Waouh! Donc ça, c'était le premier indice où je me disais: Peut-être que la 3D, il faudrait pas que je le mette trop de côté parce que c'est pas mal». En plus, il y a d'autres profs qui, à l'époque, au Gobelin, me disaient: «Mais tu te rends pas compte, c'est vachement bien, ce que tu sais faire, c'est c'est un set de skills qu'il faut pas abandonner et tout». Je disais: «Ouais, mais moi, je veux faire du dessin, quoi». Et ensuite, à la fin des Gobelins, autre, point charnière et qui est important, c'est j'ai fait tout le préparatif de l'histoire pour en arriver là, c'est que, la dernière année aux Gobelins et c'est toujours le cas aujourd'hui, on fait un film de fin d'études, heu, pour se vendre sur le marché après. Donc comme je te disais, toujours là, moi mon but c'était d'être concept artiste. Je savais pas trop où, je voulais faire du Star Wars, mais à cette époque-là, c'était un peu, je gardais mes espoirs assez bas. Heu, mais je voulais être concept artiste. Mais quand même, il fallait qu'on fasse un film de fin d'année et pendant le film de fin d'année, ce qui se passe aussi, c'est qu'on est vachement influencé par les films qui ont été faits les années précédentes Forcément. et à cette année, le film qui était juste avant nous, l'année juste avant nous, il y a eu un film qui s'appelle Burning Safari, qui a eu un succès monstrueux, qui était, excellent, fait par plein de gens, mais un gars que je connais qui s'appelle Max Malléo. Hem Et ça a eu beaucoup d'influence sur nous et c'était un film en 3D. Donc quand j'ai vu ça, en fait, il y avait une tendance aux Gobelins de faire des films en 3D à cette époque-là et je me suis dit: «Bah, moi, faire un film en 3D, ça me branche bien parce que je connais et j'ai beaucoup plus de chances de réussir à faire un film correct si je le fais en 3D que si je le fais en 2D». Même si mon aspiration voulait le faire en 2D, mais je l'ai fait un peu je l'ai fait un peu sécu en me disant: «Je vais aller vers ce que je connais parce que, bah, c'est mon film de fin d'études et c'est ce qui va me servir à bosser après, donc faut pas non plus cracher dans la soupe, quoi». Je me suis mis en partenariat donc avec 5 autres gars parce que c'est comme ça que fonctionnent, les films de fin Tu le d'études fais pas tout seul, et forcément. on a fait ce film qui s'appelle Octapodie.
Hem et je pense qu'on s'est bien démerdés. Heu, on s'est bien amusés, on on a fait un petit court métrage dont on est très fiers, qui je pense est bien monté et bien fait et moi à l'époque, j'ai fait office un peu de CG supervisor dans le sens où j'avais déjà fait de la 3D et j'ai un peu guidé l'équipe en 3D pour faire le film. Alors après, je veux pas prendre tout le crédit parce qu'il y avait quand même, on était 6 en tout et sur les 6, il y avait 2 autres gars qui étaient, d'anciens ingénieurs et qui avaient décidé de faire du dessin. Des mecs très talentueux qui étaient là et qui étaient ingénieurs et qui faisaient du dessin. Mais quand on s'est mis à faire le film 3D, ils ont appris la 3D très, très vite et ils ont réussi, ils ont commencé à coder parce qu'ils étaient d'anciens ingénieurs et ils ont rendu les choses, encore plus puissantes et faciles. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le film Octopussy, on a mis une on a mis la qualité, la barre de qualité, je sais plus comment, de quality bar. On a mis la barre assez haut, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça l'expression. Hem et et ça a eu beaucoup de succès. Donc une fois qu'on est sorti des Gobelins, ce qui s'est passé, c'est que, on a chacun fait notre vie dans notre coin, on a cherché du boulot. J'ai trouvé du boulot en tant que concept artiste, parce que c'est ce que je voulais, chez Ubisoft. Hem, j'ai travaillé chez Ubisoft pendant 6 mois, donc c'est pas beaucoup. J'étais vraiment ravi, c'est tout ce que je voulais. Je faisais du speed painting pour les jeux vidéo, exactement comme je voulais. Malheureusement, le jeu sur lequel je travaillais s'est arrêté. Et ils avaient pas d'autres jeux derrière de prévus, Si, 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 ils avaient d'autres jeux, mais donc le jeu sur lequel j'étais s'est arrêté, donc ils ont plus ou moins viré tout le monde. C'est comme ça qu'ils faisaient, hein, donc c'est-à-dire ils qu'ils avaient changeaient d'une production à l'autre et voilà, l'équipe était il y avait quasiment, de ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait 120 personnes sur le jeu. Le jeu s'est arrêté parce qu'il était pas il était pas au niveau de ce qu'ils attendaient. Ils ont décidé de faire un reboot total et ils ont plus ou moins viré tout le monde. Je crois qu'ils étaient contents de moi, donc ils m'ont demandé de rester, mais ils m'ont mis sur un autre jeu qui était là, en train de se faire en même temps. C'était Rayman Origins et donc je me suis retrouvé concept artist pour Rayman Origins. Et pour les gens qui connaissent Rayman Origins, ils vont dire: «Putain, mais c'est super, vachement beau Rayman Origins, c'est tin clair. le truc, c'est qu'en fait, je suis responsable de rien là-dessus parce que moi, c'est pas du tout mon truc le cartoon. Moi, je t'ai dit, je voulais faire du Star Wars, j'étais sur le speed painting plutôt pour les films réels et le cartoon, c'était pas mon truc. Même si Octopussy, c'est très cartoon, mais l'influence cartoon de Octopussy, du film de fin d'études, elle vient pas vraiment de moi, je dois avouer. Elle vient plus de mes collègues qui étaient très doués pour ça. Donc c'est un Heu, univers qui à la fois te plaît pas trop et en plus que tu maîtrises, beaucoup moins que de la science-fiction ou quelque chose de c'est ça. réaliste. Alors, j'avais accepté de le f curieusement, c'est-à-dire que j'avais accepté de le faire, j'avais appris à le faire, mais c'était pas ce qui m'excitait. Donc je le faisais de manière je le faisais OK, mais je le faisais pas, j'excellais pas dans ce truc-là, faire des personnages cartoon. Donc je crois que j'ai fait 1 mois sur Rayman Origins et je leur ai dit: «Non mais ça m'intéresse pas en fait, je m'amuse pas là. J'ai envie de bosser, j'ai envie de faire de mon mieux, j'ai envie d'aider la boîte, tu vois? Je suis content d'être concept artiste chez Ubisoft, mais objectivement, je suis pas la bonne Mmh, personne pour mmh ce mh. truc-là et puis en plus je m'ennuie. J'ai pas envie de venir bosser le matin, ça me fait chier, quoi. Hem, Ça fait le mérite d'être clair. ouais, bah, je l'ai pas dit comme ça, tu Non, non, bien, mais oui, j'imagine. mais la vérité, c'est ça et surtout ce qui s'est passé, c'est que, avec le film de fin d'études qu'on venait de faire et c'est pour ça que j'ai monté la sauce un peu avant avec ce truc-là, c'est que, tu sais, ça prend un peu de temps. Une fois que le film de fin d'études est sorti, il y a quelques mois qui se passent avant qu'il aille dans les festivals et les trucs et à ce moment-là, on était très fiers de notre film, mais voilà, c'était fini, on s'en servait pour trouver du boulot, mais c'était fini. Sauf que là, il commence à aller dans les festivals et on commence à gagner littéralement tous les festivals auxquels on participe, tous. Chaque fois qu'il y a un nouveau festival, on fait: «Ah, vous avez gagné ça! Ah, vous avez gagné ça!» et on dit: «Waouh, c'est bah, super, donc on a peut-être pas fait un truc, si pourri, en fait», et ça prend des proportions astronomiques. Entre-temps c'est important de le préciser, c'est que j'ai beaucoup de mes collègues des Gobelins qui, eux, avaient réussi à avoir des opportunités en or avec des boîtes américaines, notamment DreamWorks et qui se faisaient engager par DreamWorks et qui commençaient à partir aux 4 coins du monde.
Donc j'avais des potes qui partaient à Londres pour se faire engager dans les boîtes d'FX. J'avais des potes qui étaient partis en Inde pour DreamWorks, des potes qui étaient partis ici et là. Et moi, j'étais resté à Paris. Donc j'étais chez Ubisoft, j'étais content, c'est ce que je voulais. Mais j'étais resté à Montreuil et j'avais un peu des envies d'horizon un peu plus grandes. Surtout que je te parlais des gens qui m'influençaient, les bouquins de Star Wars et tout. Tu vois, il y avait le côté Hollywood, il y avait le côté... j'avais besoin d'aller haute parc à Paris. J'avais le sentiment qu'il se passait des choses haute parc à Paris. OK. Sachant que je ne l'ai pas précisé au début, mais je suis parisien, donc moi j'ai vécu toute ma vie à Paris avant. Et j'avais un sentiment très fort de vouloir, m'expatrier. Ouais, et de goûter, de vraiment de vivre, tout ce qui se passait ailleurs qu'à Paris, à travers des gros studios qui étaient soit au Canada, Ouais, soit aux États-Unis, absolument. En plus, bon, je veux dire, quand tu vas dans les études d'art et surtout quand tu vas au Gobelins, on parle de ça en permanence. Les mecs, les stars des Gobelins, les mecs qu'on te fait relater, c'est les anciens Disney, ceux qui sont partis bosser chez Disney, chez Pixar, chez DreamWorks. Donc ça devient tes nouvelles références et on parlait de ça tout le temps, tu vois? Et on regardait autant je regardais les concept art de Star Wars, mais on regardait aussi les concept art, des films d'animation Pixar, de Nemo, de tout ça. On regardait c'était nos influences majeures. Donc effectivement, tu vois, je sors des Gobelins, je vais travailler chez Ubisoft, je suis content, mais c'est pas idéal. J'étais pas super bien payé en plus, en tout cas pas autant que ce que j'aurais voulu. Hem et en même temps, j'ai mes collègues qui vont aux 4 coins du monde. Donc là, ça commence à tourner dans ma tête. Je pars d'Ubisoft et je décide de prendre tous mes sous que j'ai mis de côté et de partir aux États-Unis pour démarcher les boîtes. audacieux, comme ça. Plus ou moins d'un coup d'un seul. Alors je me suis préparé en 1 mois, un truc comme ça, mais et je Tu avais pars une j'y liste, de tous les studios que tu voulais ouais, contacter, ouais et puis grâce aux Gobelins, ça c'est un des gros avantages des Gobelins, comme c'est une école réputée et tout ça, ils ont un réseau, et puis il y a plein de gens qui sont à DreamWorks qui ont été aux Gobelins avant, donc j'ai fait marcher le réseau en fait. J'ai essayé de contacter un maximum de gens possible et heu et j'ai voulu faire le pas d'aller aux États-Unis. Après, ça s'est pas passé, ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps. Heu, donc je suis parti, c'était en février, 2008. Février 2008, ouais. Je ouais, suis c'est ça. parti aux États-Unis, mais comme touriste, hein, avec ma démo et mes trucs dans mes cartons et en me disant: «Je reviens pas en France. Je vais aux États-Unis, je vais trouver un boulot et j'y reste». Alors c'était un peu naïf parce que je savais pas trop comment ça marchait et je m'étais dit: «Ouais, bah, je vais essayer de les convaincre et puis ils vont m'engager et puis je vais avoir un boulot». Surtout que j'ai tous mes collègues qui ont réussi à se faire engager par des boîtes, donc il y a pas de raison que j'y arrive pas, tu vois? Hem mais j'étais un peu naïf, ça c'est pas aussi simple et voilà. Mais j'ai quand même réussi à avoir toutes les boîtes. J'ai eu des entretiens quasiment partout, donc toutes les boîtes, hein. Il y avait ILM, DreamWorks, Disney, Sony. Je me suis arraché pour rencontrer tout le monde et j'ai laissé ma démo et tout ça et voilà et je suis revenu en France parce que mon séjour était terminé et puis rien quoi. Personne Je te fais: «Ah bon, bah, voilà, rappelle. donc ça c'est fait, donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais?» Bah, il faut que je trouve du boulot. Donc je sais pas, j'étais un peu c'était bizarre cette époque parce que je m'attendais à partir aux États-Unis, puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas juste tu partais pas juste comme ça, quoi et je suis revenu à la réalité, qu'il fallait que je trouve du boulot. J'ai voulu trouver du boulot de concept art, j'en ai pas vraiment trouvé et puis, ouais, j'en ai pas vraiment trouvé. C'est pas comme s'il y en il y avait c'est un boulot que tu Ouais, trouves facilement, c'est malheureusement. assez rare. Donc j'ai Là, il trouvé faut du que tu boulot. à ce moment-là, il faut que tu rebondisses. Tu es un peu pris, par le temps, tu viens de Ouais, ouais, tester, ouais. Et puis, bon, là, cette époque-là, c'est la première année après l'école, hein, après que je sois sorti des Gobelins, donc je veux essayer de faire valoir. Entre-temps, donc, le film continue d'avoir un succès fou, hein, dans les festivals. Donc ce que je fais, c'est qu'en partie, je commence à m'occuper du film en lui-même, du service après-vente, si tu veux. Parce que OK. ce qu'on s'aperçoit, c'est que, heu, à l'époque, les Gobelins, ils avaient pas l'habitude d'un succès tel avec un film et ils étaient pas vraiment préparés. Du coup, il y a plein de choses nouvelles qui sont aperçues, dont on s'est aperçu qu'il y avait plein de choses nouvelles, qui sont apparues avec le film. Et comment le gérer en festival? En fait, ça demandait un peu de suivi et comme moi j'avais du temps parce que j'avais pas trouvé de boulot, bah, j'ai pu faire ça un petit peu.
aussi entre-temps, ce que je veux dire, c'est que j'ai commencé à faire des piges de 3D à droite à gauche. Parce que comme je te disais, de la 3D, j'en faisais depuis très longtemps. C'était pas exactement ce que je voulais faire, mais il s'avère que je sais le faire, donc autant bouffer, quoi, hein. Donc j'ai fait des piges à droite à gauche, des trucs pas nécessairement intéressants, hein. Été dans une boîte de pub ici, une boîte de pub là. J'ai fait des trucs intéressants aussi. J'ai travaillé avec, hem, Kunzel et Dega, qui sont un groupe, un couple d'artistes, notamment connus pour avoir fait le générique de fin de Attrape-moi si tu peux. Ouais. Hem et c'est un couple de graphistes, plutôt réputés dans le milieu du graphisme et qui utilisent beaucoup la 3D. J'avais fait un stage chez eux quand j'étais au Gobelin et quand je cherchais du boulot, bah, je suis retourné chez eux, ils avaient des trucs et puis j'étais content. Hem, J'étais content, mais c'était pas à la hauteur de mes attentes, carriéristes, tu vois? Je sais pas comment tu dis, mais c'était Carriériste, je pense, mais carriériste, ouais. C'était bien, mais c'était pas à la hauteur de ça. Et puis en même temps, comme je te disais, le film avait de plus en plus de succès et donc là est arrivé Annecy, où on a gagné un prix à Annecy et puis est arrivé ce truc-là, on a gagné un prix là, on a gagné un prix à Turin, à Milan, je sais plus où, au Brésil et donc ça devenait, je te dis, ça devenait, intense. Comme je cherchais des piges de trucs à faire à droite à gauche, j'ai aussi donné des cours de 3D aux Gobelins. Encore la 3D, hein, parce que c'est ce que je connais, donc je pouvais pas vraiment donner des cours de dessin aux Gobelins, j'étais pas assez bon, mais des cours de 3D, je pouvais parce que je connaissais. Et toujours avec ce temps qui évolue comme ça, le film a de plus en plus de succès. Le premier «méga succès» entre guillemets, attends, parce que attends, je te coupe. Quand tu vois ce succès et que l'équipe globalement, commence aussi à comprendre que ça fait quand même plus de bruit que d'autres films des Gobelins, même l'école elle-même, elle s'y attend pas ou en tout cas elle a pas prévu, le suivi qu'il faut. Hem, vous avez quoi en tête? Le faire, marcher encore plus? Le présenter à d'autres festivals? ça on n'a pas vraiment on a oui, on n'a pas vraiment un but en tête, c'est que à ce moment-là, on fait juste le suivi, c'est-à-dire: «Ah bah, alors il y a cet autre festival qui a été prévu». Je veux dire, je veux pas trop les Gobelins, ils ont quand même fait un super boulot à cette époque-là. C'est juste que, ils se sont trouvés un peu comme nous. De la même manière que nous, on s'attendait pas au succès, eux, ils s'attendaient pas au succès du film et ce qu'on s on s'attendait pas à la quantité de travail que ça représente de faire le suivi quand tu as un film qui a du succès comme ça. Hem Et il fallait, tu sais, on commençait à faire des interviews dans des magazines, on commençait à faire du suivi avec les festivals, donc les Gobelins nous aidaient, mais c'était bien qu'il y ait une personne pour aider et moi j'étais là, j'avais du temps, donc j'en ai profité un peu, quoi. Là où j'arrive, c'est qu'à ce moment-là, on a fini par avoir le premier ce que je considère le méga succès, parce que jusqu'à maintenant, on avait du succès dans le sens où on gagnait des festivals, mais c'était pas les plus gros festivals. On a gagné un truc à Annecy, on a gagné Imagina, c'était quand même pas mal, mais le plus gros, c'est quand on a été participer au SIGGRAPH qui à l'époque, je sais plus trop comment c'est considéré aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un des plus gros, un des festivals, considérés comme le plus gros. Donc on va participer au SIGGRAPH et comme le film a déjà eu un peu de succès auparavant, le film a une réputation. C'est-à-dire «Ah, il y aura Octapodi au SIGGRAPH, machin» et donc nous, on nous a dit: «Ce serait bien si vous alliez au SIGGRAPH pour faire du suivi». Et j'ai dit: «Bah, ça tombe bien, moi j'ai pas de boulot» et j'étais aux États-Unis il y a 6 mois, j'y J'y retournerais retourne. volontiers. Surtout que j'avais semé des graines, tu sais, avant. Ouais. Hem Et ni une ni deux, j'ai refait la même, j'ai repris tous mes sous, j'ai dépensé tous mes sous pour repartir aux États-Unis et je suis reparti aux États-Unis pour aller au SIGGRAPH, pour revoir toutes les boîtes que j'avais vues 6 mois auparavant. Coucou, me revoilà. Exactement. Sauf que là, c'est encore mieux parce que le SIGGRAPH, on le gagne et on le gagne pas qu'une fois, on gagne le best in show, c'est le grand prix, quoi, et on gagne le prix du jury. Donc fait le doublé. Donc c'est un méga, méga succès et là, ça commence à faire du bruit, quoi. Genre: «Waouh! Octapodi» et là, ça devient plus que les journaux, ça commence à être connu, tu vois? Et là, du coup, je viens voir les boîtes avec un truc un petit peu plus gros. C'est-à-dire qu'ils avaient vu le film avant, je leur avais montré et ils avaient dit: «Ah ouais, c'est super!» Mais là, je viens et là, il y a un succès. Ce succès, c'est très important parce que c'est la clé qui te donne accès pour obtenir un visa pour les États-Unis.
le visa pour les États-Unis, ça marche comme ça, c'est au mérite. Et donc, à partir du moment où tu peux prouver que tu as eu du succès, tu peux prouver que tu as eu une influence dans l'industrie, c'est comme ça que tu peux obtenir un visa. Donc là, les boîtes commencent à me regarder différemment parce qu'elles disent: «Ah ouais, c'est pas qu'un étudiant qui sort des Gobelins, c'est un étudiant qui sort des Gobelins avec un film primé. Ça veut dire que potentiellement, on peut lui obtenir un visa». Puis il est clairement reconnu là, quand tu commences à gagner des prix aussi énormes, enfin, Exactement. comme tu dis, tu sors clairement du lot et tu es plus, juste un étudiant lambda, qui toque à la porte de tous ces studios, C'est marrant parce que, tu sais, à ce moment-là, je me suis dit: «Ça y est, c'est parti, quoi. Je suis content, c'est parti». Hem, j'ai rencontré toutes les boîtes et notamment la boîte que je voulais aller le plus, c'était Industrial Light& and Magic, ILM, parce que je suis fan de Star Wars, je suis fan d'effets spéciaux, je fais de la 3D depuis des années. Bon, tout le monde connaît ILM. Voilà, donc j'ai réussi à rencontrer des gens chez ILM, j'étais super excité et je me suis dit: «S'il y a vraiment une boîte où je voudrais aller plus que quelque autre boîte, c'est, ILM». Et ILM, ils me sortent le grand jeu, comme un truc comme j'ai jamais vu, quoi. c'est-à-dire? C'est-à-dire que je vais les voir au SIGGRAPH en me disant: «Bon, bah, je vais essayer de trouver quelqu'un à qui parler» et hop, je tombe nez à nez avec la recruteuse qui était évidemment au SIGGRAPH et elle me reconnaît parce que je l'avais vue 6 mois avant, hein. Et elle me dit: «Ah Quentin, mais c'est trop bien, on est trop content que tu sois là, on a vu ton film, le succès, c'est super, non, on veut absolument que tu fasses une interview, tu vas nulle part ailleurs, reste avec nous». Ils me font rentrer dans une salle, c'est-à-dire que tu sais, moi j'étais avec tous les autres étudiants et toutes les autres personnes qui essayaient de choper un boulot chez ILM. On prenait une feuille, on remplissait notre nom et on la mettait dans le casier, où c'était perdu pour toujours. Hem et non, moi ils m'ont dit: «Non, non, viens avec nous, on va te mettre, non, non, toi c'est différent», tu sais? Je fais: «Putain, moi c'est différent, hein» et ils me font le grand jeu. Ils me racontent, monts et merveilles, ils me disent que, ils sont trop contents que je sois là, qu'ils veulent m'engager, que absolument, tout ça et Là, tu y crois là, tu commences à y croire. j'y crois et attends, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'ils font? Ils me disent: «Tu sais quoi? Comme, le SIGGRAPH c'était à Los Angeles, hein, mais San Francisco, c'est à ILM, c'est à San Francisco». Donc il me dit: Pas grave, on te paye le billet et puis on te fait faire une visite des studios, comme ça tu peux rencontrer, les potentielles personnes avec qui tu vas travailler plus tard». Et moi je dis: «Mais absolument, c'est parfait». Il me paye le billet. 3 jours plus tard, je me retrouve dans l'avion pour aller à San Francisco. Il m'accueille à l'aéroport avec une limousine. Non mais franchement, Waouh! j'y crois pas, quoi, c'est Cendrillon le truc. Et je passe une journée pleine à visiter tous les studios, parce qu'ils en ont plusieurs sur San Francisco, tous les studios, à rencontrer tous les gens, à faire des interviews, Tu es tout seul? pour du Il y a boulot. Je suis plusieurs, tout seul, d je suis tout OK. seul. Je suis tout seul, comme un grand, avec mon anglais assez approximatif à l'époque et c'est, mais je suis sur un nuage, quoi, j'y crois pas. En plus, tu sais, tu à San Francisco, tu arrives, dans le temple qui est ILM et je me sentais pupissé, quoi Ça mérite et d'être clair. heu et là, d'ailleurs, après, j'avais des rendez-vous avec d'autres boîtes, hein, à l'époque que j'avais prévues, et je t'avoue que j'en avais un peu rien à foutre des autres boîtes. Je disais: «Non, non, mais c'est bon les mecs, moi je vais chez ILM, hein». Heu Oui, et tu étais limite prêt à annuler tous les autres rendez-vous tellement tu te disais, «Là, Ouais, c'est alors good je et les ai c'est pas parti». annulés parce que je me suis dit: «Attends, j'ai quand même galéré pour avoir ces rendez-vous, je vais pas» et puis c'est des gens sérieux, tu vas pas annuler à la dernière minute, tu vois? Mais j'ai été au rendez-vous, j'ai fait de mon mieux, mais dans ma tête, c'était: «Non, c'est ILM». Et voilà, donc tout ça s'est passé, donc ce deuxième voyage aux États-Unis était un gros succès. Je suis rentré en France et en rentrant en France, je me la suis raconté pas mal quand même. Je disais: «Ouais, ouais, j'ai gagné le SIGGRAPH». On commençait à faire de plus en plus d'interviews, des interviews comme celle-là que je suis en train de faire, si tu veux. Hem, d'ailleurs, si tu cherches bien, tu devrais en trouver une sur YouTube. J'en ai vu une sur YouTube il y a pas longtemps de cette époque-là. Bah, je la Hem, mettrai en description, pour tous ceux qui veulent se replonger dans le passé. hem et je suis rentré là et je me disais: «Bah, de toute façon, moi, je vais chez ILM. C'est bon, donc je cherche pas de boulot, c'est pas la peine», donc j'ai continué à faire des piges en 3D à droite à gauche en me disant: «Bah, attends, c'est bien de toucher 1000 balles, ici ou là», tu vois? Mais de toute façon, moi, je vais chez ILM et j'attends et ils rappellent pas et je fais: «Mais Il attends». devait te rappeler, comment ça s'est terminé, cette fin, de Bah, retour c'est des exactement ça. États-Unis, Ils te disent: «Bon, bah, c'est super, Quentin, on est super content, on t'a prévu de te mettre sur ce projet, on te rappelle très vite». Je fais: «Vous me rappelez quand vous voulez, j'attends, mon téléphone est sur je l'éteins pas». Heu et voilà et j'ai attendu, je suis rentré en France et rien.
Donc 1 mois et demi, 2 mois après, j'ai recontacté. Je voulais pas pousser ma chance, donc j'étais un peu frileux et puis faut se mettre en tête que j'étais, jeune, hein, j'avais, je sais pas, 24 ans, 25 ans, et pour moi, j'étais pas sûr de moi au point d'aller parler à ILM en disant: «Bon alors, qu'est-ce qui se passe, quoi?» Mmh, mmh J'étais mh. plus genre, «Alors, «Coucou, pardon, il y a j'existe». voilà, vous êtes toujours là?» Et là, ils m'ont répondu, comme ils répondent, probablement beaucoup de gens. Enfin, ouais, ouais, non, 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 absolument, toujours là, mais on revient vers toi très vite, il faut juste qu'on règle quelques trucs avant. Donc en fait, une réponse totalement, vague et qui me m'aide pas du tout et je fais: «Bah, attends, qu'est-ce que je fais moi du coup?» Ils m'ont payé la limousine et ils m'ont envoyé à San Francisco, ils m'ont fait des interviews, ça veut dire quelque chose quand même, tu vois? C'est presque comme, comme une Un jeu relation de amoureuse, séduction, ouais, un truc c'est de ce que j'allais te séduction. dire. Tu te dis: «Attends, il a fait tout ça, il m'a offert des fleurs et ça veut dire quelque chose» et à l'époque, je me disais: «Putain, qu'est-ce que je fais, quoi?» Je Heu, le plaque. Bah, c'est exactement, c'est est-ce que je le plaque? Et j'avais pas de nouvelles d'ILM, j'étais un peu, déprimé, j'avoue et ensuite, Ouais, c'était un là, peu c'est l'ascenseur émotionnel. Tu y croyais tellement ouais, que là, tu ouais, ouais pensais pas attendre aussi longtemps. et ensuite, c'est DreamWorks qui m'a appelé, un peu de nulle part. DreamWorks, j'étais en contact avec eux en même temps que tous les autres, donc j'entretenais le contact, hein, je renvoyais des emails et tout et puis là, ils me disent: «Ah non, bon, cette fois, on veut t'interviewer» et je pense que c'était le la répercussion du succès qu'on avait eu au SIGGRAPH. Mais là, ils veulent m'interviewer et là, ce sera une interview en vidéo comme on fait là, et du coup, ça me remet un peu de peps. Je me dis: «Ah bah, quand même, bon, ILM, ça marchera peut-être pas, mais DreamWorks, c'est pas mal quand même». En plus, j'ai plein de potes chez DreamWorks, des gobelins, donc ça m'excite vachement et en plus, ils voulaient m'engager en tant que concept artiste. Donc je fais l'interview et l'interview se passe super bien, j'ai un super feeling et tout ça et 2 semaines plus tard, ils me disent, «Non, en fait, ça va pas être possible». Et ils t'expliquent pas pourquoi, ils te disent pas, ils te disent: «Ouais, non, en fait, le projet machin». Je sais pas si c'est parce que je leur ai pas plu, c'est parce que j'avais pas le niveau ou c'est parce qu'ils se sont rendus compte que je pouvais pas avoir de visa, parce que c'est aussi très possible. Mais ça ils m'ont dit: «Non, en fait, ça va pas marcher». Donc voilà, je t'ai dit, 2e fois aux États-Unis pour faire la démarche, super motivé, ça se passe super bien avec ILM, j'ai des interviews avec toutes les boîtes et notamment aussi avec DreamWorks. Et là, je reviens et quelques mois plus tard, il se passe toujours rien. Et là, j'ai eu un ras-le-bol. Genre: «OK, ça suffit, quoi». J'ai Ouais, dépensé tous mes sous on pour me aller 2 fois aux balade. États-Unis. Entre-temps, je vivote parce que j'ai pas beaucoup de sous et je bosse à droite à gauche pour faire des trucs et entre-temps, bah, bon, je suis un peu au point mort, quoi. Il se passe rien et j'ai eu un ras-le-bol et j'ai dit: «Tu sais quoi? Je veux plus entendre parler des États-Unis». Ça me saoule, ils veulent pas que ça marche pas. Alors tu peux dire que j'étais motivé pour y aller au départ et y aller une deuxième fois et faire marcher les trucs. J'ai envie de dire à l'époque aussi que peut-être j'ai abandonné un peu vite parce que mais à l'époque j'étais vraiment saoulé, quoi. Ce double, cette double date Tinder, avec DreamWorks et ILM qui m'a bien laissé sur ma faim là, j'étais vraiment mais dégoûté. C'est là où je suis rentré chez Eddy. Un peu par hasard, en faisant une comme le reste, j'ai fait une pige 3D pour aider puisqu'ils avaient besoin de trucs. J'ai particulièrement apprécié la boîte. Il y avait vraiment une ambiance, fabuleuse. C'est là où j'ai rencontré Jean-Charles pour la première fois, qui à l'époque était superviseur et il était assez dur, hein. Il était c'est un mec dur des fois, hein. Mais je crois que j'ai gagné son respect, avec le temps. Donc en tout cas, c'est une autre histoire, mais pour en venir, à ça, j'ai été chez Eddy, je me suis bien plu et au même moment, on a eu la nouvelle que Octapody a eu encore plus de succès et là, on a décroché la timbale, on est nominé aux Oscars. Waouh! Ça, c'est combien de temps après la sortie? Ça fait quoi? 3 ans que vous l'avez fait Non, même ce pas, court-métrage? même pas, ça fait 1 an. D'accord. C'est tout C'est ça, 1 ça an. se passe en Tout une ce que année? tout ce que OK. j'ai raconté là, entre la sortie des Gobelins et tous ces événements avec ILM et tout ça, ça s'est passé dans l'année qui a suivi, ma sortie des Gobelins. Donc ça a été une année, assez intense. Hem et le succès là, c'est le firmament pour Octapody, on peut pas faire mieux. C'était ça, si tu veux, je disais qu'il y avait pas vraiment de but avant, mais s'il y a eu un but à la fin, c'était les Oscars. C'est la consécration absolue pour un film, pour un court métrage et notamment pour un court métrage étudiant qu'on a fait
dans notre coin, pas du tout pour aller aux Oscars, on l'a fait Ouais. pour trouver du boulot, hein. Et là, on est nominé aux Oscars. Et alors là, ça prend, les choses prennent des proportions très différentes parce que, je veux dire, au début, on est dans des festivals de 3D, donc tu es connu par les gens de la 3D. Après, tu gagnes le SIGGRAPH, tu es connu par un monde un peu plus étendu, les grandes boîtes et tout. Tu fais: «Ah ouais, j'ai vu ce film-là». Quand tu es nominé aux Oscars, tu es connu par tout le monde. C'est-à-dire que, heu, là, c'est carrément la vraie presse qui commence à s'y intéresser, tu vois? Et quand c'est arrivé, on commence à avoir des interviews avec tout le monde et on a eu à cette époque-là, on a eu tout le monde, hein. On a eu, Figaro, Télérama, Nouvelle Obs, France 2, France 3, on était à la télé, on avait c'était la folie. D'ailleurs, c'était un peu trop la folie. Moi, ça m'a un peu refroidi. J'ai eu une expérience assez, heu, j'en garde pas une très bonne expérience de toutes ces OK. interviews et tous ces trucs-là. Ça m'a donné un regard sur le monde du journalisme que je connaissais pas avant et que du coup je ouais, je j'ai pas trop apprécié. Mais tout ça pour te dire que le succès est assez incroyable. Alors évidemment, comme on est nominé aux Oscars, bon, bah, on va aller, aux États-Unis pour assister à la cérémonie, quoi. Allez, tu recrames tes économies, c'est ça? Exactement, je recrame mes économies et je retourne une troisième fois à Los Angeles, sur la côte ouest, en 1 an. C'est donc 3 fois en 1 an, hein. Et évidemment, là, c'est même pas moi qui vais voir les boîtes, c'est les boîtes qui viennent nous voir parce que c'était en fait, on faisait partie d'un tour organisé de toutes les boîtes. Parce que quand tu es nominé aux Oscars, c'est un truc qui arrive où tu dois faire la promotion de ton film. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Tu dois faire la OK. promotion de ton film auprès des boîtes pour essayer de gagner des voix, hein. C'est un peu comme une campagne politique, tu vois? Et donc on a fait ça avec tous les autres personnes qui étaient nominées. Et c'est un truc qui est organisé par un gars qui s'appelle Ron Diamond, un producteur, hollywoodien, et il nous a organisé ce tour, de toutes les boîtes. Donc là, j'ai revu toutes les boîtes et j'ai notamment revu ILM et la fameuse recruteuse qui m'avait vu à l'époque, je fais: «Bon, bah, ça va? Comment ça se passe, chez vous? Parce que moi, je suis là, hein». Et elle me fait: «Ah mais Quentin, mais bien sûr, on est tellement content de te voir, tout ça. Alors ouais, ouais, non, mais ça va toujours se faire, c'est juste que le projet a été retardé, machin». Je fais: «Ah ouais, 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 non, j'ai compris maintenant. On me la refait pas». Et j'ai compris qu'en fait, bah, c'est un peu à l'américaine. Ils sont toujours, grand sourire devant toi, mais en vrai, ils avaient pas de boulot. Je crois que la vérité, c'est qu'ils avaient pas de boulot pour moi. Ils m'auraient probablement engagé, mais il y avait pas de boulot, quoi. Mmh mh. Et donc mais tu sais, ils te gardent chaud, Une quoi. Ils te garde gardent, chaud, ouais. bon, en tout cas, voilà, on est nominé aux Oscars, succès total et incroyable. Et donc je rentre en France encore une fois et là, je me dis: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais?» De toute façon, je veux plus aller aux États-Unis, ils me font chier, j'aime pas comment ils me parlent. Hem Et c'est là où chez Eddy, bah, déjà, ils m'ont gardé après la pige que j'ai faite parce qu'ils ont vu que je me démerdais pas trop mal. Et ils m'ont dit: «Bah, nous, on a du boulot, donc vas-y, reste». En plus, j'adorais l'ambiance, donc je suis resté et je me suis bien éclaté là-bas. Et comme il y a eu le succès de Tapodi, ils m'ont dit: «Bah, tu sais quoi? On te promeut, comme réalisateur». Parce que c'est ce que font les boîtes à Paris, tu sais? Ils ont des réalisateurs, qui promeuvent pour les pubs et tout ça. Et il me dit: «Bah, toi, avec le succès que tu as eu avec ton film, c'est parfait. Tu es prêt, donc on va commencer à démarcher les clients avec ta démo, avec ton film et on va essayer de choper des pubs, quoi». Et je fais: «Bah, ça a l'air pas mal, ouais. Attends, réalisateur de pub, ça fait 1 an que je suis sorti de l'école, moi ça me branche bien». Et puis, comme j'étais artiste 3D, c'est une particularité, c'est que je devenais réalisateur de pub, mais je devenais aussi superviseur de mes propres pubs, si tu veux. Heu et c'est une position que j'appréciais particulièrement, où j'étais à la fois créatif et à la fois, technique, où je me retrouvais à faire le truc moi-même, quoi. Tu avais les 2 casquettes. Avec une équipe, hein, voilà. Et notamment et le succès, ça a marché. C'est-à-dire que autant les boîtes américaines marchaient pas, autant avec Shady, ça a marché quasiment tout de suite. Jeff, le producteur de Shady, a trouvé des projets tout de suite, à me refiler, et notamment une cinématique pour Ubisoft et puis plein d'autres trucs après, mais il a ça a fonctionné. Donc le succès a porté ses fruits, si tu veux, pour la première fois avec Shady. Et j'ai adoré ce truc-là, et donc j'ai réalisé
cette cinématique pour Ubisoft, ça s'est très bien passé, on s'est bien éclaté et puis on a continué comme ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'aussi à l'époque, avec un succès tel que Octapody a eu, on a eu d'autres, offres très intéressantes et notamment une offre de la part de Universal qui voulait nous faire, réalisateurs, de potentiellement des gros films. Donc à l'époque, c'était Despicable Me qui était sorti, Moi moche et méchant. Ils avaient déjà dans leur carton pas mal d'autres scripts qui sont sortis après et ils nous avaient contactés, nous l'équipe d'Octapody, pour qu'on devienne un groupe de réalisateurs, un crew, de réalisateurs, pour un film. Donc là, ça devenait aussi très gros et c'était, c'était une opportunité en or. Donc pendant le moment où j'ai commencé à travailler chez Eddy en tant que réalisateur de pub ou de cinématique et le moment où j'ai été contacté par Universal, c'était plus ou moins en même temps et pendant tout ce temps, j'étais un peu le cul entre 2 chaises à me demander: «Attends, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va avec Universal?» Les discussions avec Universal étaient longues et compliquées parce que, bah, d'un coup, tu te retrouves avec une grosse boîte américaine, il y a de l'argent en jeu, donc il a fallu qu'on engage un avocat, qu'on essaye de voir comment ça allait se passer. Heu, le c'est assez difficile de décrire comment ça s'est goupillé à la fin, mais j'ai pas eu ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai pas eu le feeling. J'ai eu le feeling que ça prenait des proportions trop grandes. Ouais, Déjà, même le boulot lui-même me faisait peur. C'est-à-dire que autant je me considérais tout talentueux et je pense que j'avais eu du succès avec le film, autant, l'idée d'aller réaliser un long métrage d'animation, je me disais, c'est un gros gâteau. «Ouais, c'est un gros gâteau». Aucun d'entre nous, parce qu'on était un groupe de 4 à vouloir faire ça, hein, aucun d'entre nous avait l'expérience de ça. On voulait le faire, c'était une opportunité énorme, mais je me disais: «Mais c'est pas concret, on sait pas encore comment ça va se passer, on sait pas quand est-ce que ça va commencer, on sait pas si ça va vraiment nous rapporter des sous». On parlait d'aller vivre aux États-Unis, ce qui était un plus ou moins un rêve, mais c'était pas concret et puis j'ai fini après 6 mois de négociations, un truc comme ça, où je travaillais encore chez Eddy de manière assez, intense. Hem, j'ai décidé d'abandonner Universal en me disant que ça allait pas marcher, j'avais pas un bon feeling pour ce truc-là et j'ai préféré rester chez Eddy et je crois que j'ai bien fait. Je me suis éclaté chez Eddy pendant 5 ans, 4 ans, 5 ans, je sais plus. J'ai rencontré plein de collègues super, j'ai appris je dirais que ce que j'ai appris de la 3D, de ce que je connais le mieux aujourd'hui, toutes les ficelles, tous les trucs, comment faire les choses et je l'ai appris chez Eddy. Ça a été, ultra Tu formateur. as des exemples de, ce qui te manquait, l avant et que enfin, qu'est-ce qui te manquait quand tu es arrivé chez Eddy et que tu t'en es rendu compte en restant si longtemps chez eux pendant 4 ans, alors que tu étais quand même déjà senior et que ça faisait des années que tu faisais de la 3D? Ce qui me manquait, c'était un vrai cadre professionnel. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je faisais de la 3D en amateur. Mais là, on faisait de la même si j'avais fait des piges à droite à gauche, c'était pour moi, c'était toujours un peu amateur ce qu'on faisait. Là, c'est la première fois que j'étais dans un cadre professionnel où il fallait qu'on ait un pipeline en place parce qu'on avait des plus grosses équipes. Ça m'a permis de voir comment marchait une boîte, comment tu faisais vraiment marcher une équipe de 3D en entier, quand tu as un peu plus que 3 personnes, quoi. Parce que quand tu as 3 personnes, tout le monde est généraliste. Il y a un mec qui fait les textures, un mec qui fait la 3D, un mec qui fait ci et puis on s'arrange, on se discute. Mais là, tu vois, la cinématique d'Ubisoft, on a été jusqu'à 30 et heu et c'était, ouais, j'ai appris comment faire marcher la boîte, marcher le système et le truc pour que ce soit une équipe qui produise et pas simplement, 2 mecs dans leur coin. Heu, j'ai appris comment, gérer une équipe, j'ai appris comment et puis j'ai appris plein d'autres trucs plus précis, plus professionnels dans le milieu de la 3D, faire un linear workflow pour le rendu, par exemple. À l'époque, je faisais du tout ce que je faisais des rendus en 8 bits, parce que tout le monde s'en foutait et puis ça marchait. Mais quand je suis arrivé chez Eddy, il fallait qu'on des trucs un peu plus sérieux et donc on commençait, à faire des trucs plus pro, quoi. Donc c'est tout ça que j'ai appris chez Eddy et c'était ultra formateur et c'était super. J'ai appris à coder chez Eddy parce qu'il y avait je me suis fait pote avec le codeur de l'époque là-bas, Mathieu. Il m'a appris plein de trucs. J'ai appris tellement de trucs, c'était super. Et voilà. Donc tu vois, tout ça pour dire que finalement j'ai pas été chez ILM, sauf que j'ai quand même été chez ILM. Heu, donc voilà, après, chez Eddy, j'étais très bien. Je Et att m'amusais très.
Attends, je vais te couper avant que tu nous dises et que tu donnes la suite. Est-ce que tu avais l'impression d'être arrivé à la fin d'un cycle au bout de ces 4 ans où en fait, tu avais une espèce de routine et du coup, tu cherchais à peut-être Ah, c'est changer ou faire autre chose? c'est absolument ce qui s'est passé, c'est que, je suis resté chez Edis pendant ces 4 ans et demi, 5 ans, je m'amusais très bien, j'étais confort, j'étais tranquille, c'était la famille, tu vois? Mais le problème, c'est que, malgré tout, chez Eddy, j'avais un manque, c'était le manque de faire des trucs un peu plus gros. Heu, on a eu des gros projets, on a eu des cinématiques, on a eu des très beaux projets, mais si tu veux, même avec les collègues, quand on allait bouffer, à déjeuner, on parlait des grosses boîtes, d'effets spéciaux tout le temps. On parlait du dernier breakdown de VFX qu'on a vu, en disant: «Putain, tu vu ce qu'ils ont fait? Attends, c'est ouf!» On parlait de ça tout le temps et tu sais, ça te reste dans le cerveau et moi, je me disais: «Quand je pense que j'ai failli y aller, mais que j'y suis pas», et puis maintenant, chez Eddy, ça marche bien et puis tu vois, après 4 ans et demi, effectivement, tu rentres un peu dans une routine et puis je me suis aperçu que mon boulot était très bien, mais je progressais pas plus que ça. Je crois que j'étais arrivé à une forme de plateau, quoi, et puis je dois avouer, j'ai aussi fait quelques pubs chez Eddy qui étaient, vraiment super chiantes et le monde de la pub en général, autant j'adore chez Eddy, j'adore la boîte et comment ça se L'environnement passait. et ouais. Mais le monde de la pub m'a surgavé parce que tu as affaire à des nazes, qui comprennent rien à rien, qui te demandent de mettre un gros placard bleu au milieu d'un truc vert et tu dis: «Mais non, mais» et ils veulent pas écouter et tu vois, tu fais des trucs qui ont aucun sens et puis entre les pubs de chips et les pubs de serviettes hygiéniques, des fois tu te dis, «Bon, j'ai peut-être pas fait de la 3D pour faire ça, quoi». Quand tu fais une cinématique Ubisoft, ça fait plaisir. Quand tu fais une pub pour du PQ, ça fait un peu moins plaisir. Ouais, les sujets étaient pas, à la hauteur de toi, tes Voilà et rêves puis et comme je te dis, on n'arrêtait pas de parler des trucs, on voyait je sais pas, je sais plus quel film c'était à l'époque, Transformers. Il y a Transformers qui était le premier Transformers qui était sorti à l'époque. Tu disais: «Ah putain, cool, ouais». Tous ces trucs-là, quoi, et j'avais le sentiment, qu'il fallait que j'essaye de passer la seconde. comment tu la passes alors cette seconde? Alors ce qui s'est passé, c'est l'impulsion est venue de ma copine à l'époque qui me disait: «J'en ai plein le cul d'être à Paris, je veux plus vivre à Paris. Pourquoi tu essaierais pas de retourner aux États-Unis, trouver, du boulot dans ces boîtes-là, en plus, c'est ce que tu veux faire?» Et je fais: «Ouais, ouais, OK, bah, pourquoi pas», et donc l'idée, c'était on part en vacances aux États-Unis pour des vacances, parce qu'elle avait jamais été aux États-Unis avant. C'était pour le délire, et ensuite, accessoirement, sur le côté, je vais voir les boîtes et je vais voir s'il y a de la place. Je recontacte toutes les boîtes, comme j'avais fait, 3 fois auparavant, et on organise nos vacances autour des différentes boîtes que je vais visiter, en fait, et sur le chemin, il y a ILM. Et ILM, j'ai eu du mal à les contacter à l'époque, je me rappelle, ça a été un peu galère. Il a fallu que je renvoie, je sais pas, 4 ou 5 emails pour savoir: «Hey, je suis bientôt là, est-ce que je pourrais passer? Hey, salut, c'est moi, vous vous rappelez?» Et puis finalement, après tous ces trucs, il Je y a suis en eu bas de la un porte, coucou, ouvre-moi. mais c'est ça, je crois que ça a pas été loin, je crois qu'ils m'ont finalement répondu genre une semaine avant que je sois à San Francisco. Donc j'étais vraiment pas sûr que ça se fasse, tu vois? Et puis finalement, ils m'ont répondu. La même recruteuse, elle m'a dit: «Ah mais bien sûr Quentin», je me rappelle très bien. C'était 5 ans avant, hein, qu'elle Ouais. m'avait vu, hein. Pour te dire, quoi. «Bien sûr, non mais viens, viens, on est super motivés pour te voir». Alors un petit truc que j'ai pas dit, que j'ai oublié de dire, mais comme j'en avais un peu marre de ce que je faisais chez Eddy et aussi, j'en avais un peu marre de ce que je faisais en tant que réalisateur. C'est-à-dire qu'en tant que réalisateur, j'avais un succès relatif. Je faisais pas mal de pubs et de cinématiques et de trucs, mais souvent, j'étais catalogué sur des trucs cartoon parce que Octapody, c'est cartoon, tu vois? Donc, j'en avais un peu marre, je voulais faire des trucs plus réalistes. Je voulais faire des Transformers, je voulais faire des VFX à la ILM, je voulais faire des trucs comme ça, mais chez Eddy. Ce que m'avait dit Jeff à l'époque, le producteur de chez Eddy, il m'a dit: «Pour que tu puisses faire ça, il faut que tu aies un exemple dans ta démo pour qu'on puisse te vendre». Je fais: «D'accord, je comprends». Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de travailler pendant 6 mois. Je vais travailler sur mon propre projet perso de trucs de Transformers pour que je puisse le mettre dans ma démo, pour que je puisse démarcher des pubs, heu plus à mon goût. Super, donc j'ai travaillé pendant 6 mois sur mon projet perso et ça, c'était juste avant que je parte aux États-Unis.
Donc en plus, tu allais Donc faire un peu ta bande démo là pour te exactement, vendre. donc en fait, pendant les 6 mois qui ont précédé ma venue aux États-Unis, j'avais préparé ma bande démo et j'avais notamment ce nouveau petit projet dans mon écueil, qui était beaucoup plus dans le du goût d'ILM que Octapody, tu vois? Qui était typiquement ce qu'il faisait et hem et c'était cool d'avoir ça. Donc je me suis pointé chez ILM et je m'attendais, en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre quand j'ai été là-bas. Je pensais juste faire une rencontre normale de, tu vois? Genre: «Ah, comment ça va alors? Qu'est-ce qui s'est passé?» Non, en fait, ils m'avaient carrément mis en place une vraie interview, un vrai entretien d'embauche et alors j'étais prêt, j'étais préparé, mais je m'y attendais pas. Néanmoins, ils m'ont fait un entretien d'embauche, donc j'ai passé l'entretien d'embauche, et ils ont vu mon d'abord, ils m'ont fait un entretien d'embauche pour être lighter. Et ils ont regardé ma démo, ils ont regardé les différents trucs que je faisais, ils ont regardé mon projet perso, c'était un Transformers que j'avais fait dans mon coin à l'époque et donc ils ont dit: «Ouais, ton profil, nous fait plus penser, tu plus généraliste que lighter en vrai». Donc ils ont arrêté l'interview au milieu et ils ont appelé un autre gars, un généraliste et fait: «Attends, c'est plus tu veux pas voir ce gars? Peut-être il peut t'intéresser». C'était Richard Bluff qui est maintenant un grand superviseur VFX de Star Wars, et qui avait pas le temps. Il m'a fait l'interview en 4 minutes 30 littéralement. Il a regardé ma démo, il a dit: «Ah ouais, super, c'est cool, OK, super, bah, ravi de t'avoir rencontré». Puis il est parti. Aucun Je fais: «Ah retour, d'accord, bon». Je sors de là, je pense que ça s'est pas mal passé, mais je dis: «Tiens, c'est bizarre quand même, je sais pas». Et puis de toute façon, moi à l'époque, je savais que ça voulait rien dire parce que j'avais déjà été échaudé. Donc je dis à ma copine: «Bon, bah, ouais, c'est bien, au moins je l'ai fait, j'ai rien à regretter, maintenant on rentre en France». Je rentre en France, je retourne travailler chez Eddy tranquille. Je repars sur une pub L'Oréal à la con, je sais pas quoi, ou c'était Clarins ou un truc comme ça. Et 1 semaine plus tard, Yelem m'appelle, elle me fait un: «Bon, tu peux venir quand?» Et je fais: «Bah, dès que possible. Enfin, tu peux être là dans 2 semaines?» Et je fais: «Ah, 2 semaines, peut-être pas quand même», parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais je vis en France, quoi. Et donc en fait, ils m'ont donné 2 mois et 2 mois plus tard, j'ai commencé chez ILM. mais d'un co tu qu'est-ce qui pour cette fois-ci, en fait, ça a fait peut-être le déclic, la différence, la bande démo, elle changeait, ça y est, tu les Alors, intéressais, il y ils a plein pouvaient de te choses, mettre je peux sur, pas te dire exactement, je suis pas dans leur tête, mais maintenant après avoir, parce que ça, je te parle de ça, c'est il y a 10 ans. Hem, Ce qui se passe, c'est que maintenant, ce que je comprends, c'est qu'il faut être là au bon moment, au bon endroit. La plupart du temps, on voit plein de gens. Moi, j'ai interviewé des tas de gars après, parce que et il y a des fois, on interviewe des gars super, mais ils engagent pas, quoi. C'est pas le moment, il y a pas de projet et quand tu lui dis: «Bah, ouais, peut-être dans 6 mois» et puis dans 6 mois, en fait, tu t'es passé à autre chose et voilà. Il y a eu ça. La deuxième chose aussi, c'est que, j'avais beaucoup plus d'expérience. J'avais toute l'expérience de chez Eddy, de projets que j'avais supervisés de bout en bout, d'équipes que j'avais gérées. Je montrais des choses qui étaient beaucoup plus dans leurs cordes et puis je crois que la différence majeure aussi, c'est que c'était à un temps donné différent. C'était en 2012 où la première fois que je les avais vus, c'était en 2007-2008. Donc 4-5 ans plus tard, la situation des visas était différente. C'était plus facile d'obtenir un visa à cette époque-là. En 2008, c'était impossible parce qu'il y a eu la crise et ils avaient tout fermé. En 2012, c'était déjà plus possible et en plus, entre-temps, avec le succès d'Octapody, le succès des Oscars et tout ça, l'obtention du visa n'était plus un problème du tout. Alors à l'avant, c'était un problème. Mais l'obtention du visa, maintenant, était plus du tout un problème. Et voilà, et je me suis fait engager chez ILM, et je suis parti vivre à San Francisco avec ma copine et puis le rêve a commencé. C'est marrant parce que, bah, ouais, c'est presque émouvant, quoi. bah, oui, je le Je sens. suis Tu sais, c'est presque émouvant. Je suis extrêmement fier d'avoir réussi ça et puis je démords pas qu'en plus chez ILM, j'ai eu du succès. Je suis passé lead au bout de 4 mois. Je suis passé superviseur au bout de 3 ans. J'ai été nominé 4 fois pour des VS Awards en, environnement. J'en ai gagné un. J'ai été lead sur Star Wars, épisode 7, c'était mon rêve. J'ai gagné le VS, pour l'environnement sur Star Wars
avec mon nom à côté de celui de Yannick Dussault, qui était le mec, dont je parlais avant, qui était un des mecs que je suivais, avec qui j'ai travaillé pendant tout Star Wars. Ça a été un rêve qui se réalise, quoi. Je je sais pas comment le dire, je remercie Dieu, même si je crois pas en Dieu, mais Est-ce que heu est-ce que tu peux nous raconter à quoi ça ressemblait, le rêve de l'intérieur? Qu'est-ce que tu vivais enfin, que tu avais toujours envie de vivre et je sais pas, une journée, un projet que tu peux peut-être nous raconter, qui te marque encore et qui te donne aussi, cette émotion-là qu'on ressent, Heu, bah, il y en a tellement, un truc simple simple, mais un peu ridicule qui te fait te rendre compte que tu es dans un autre monde. Heu, bon, chez Eddy, c'était super familial, j'adorais, mais c'était une petite boîte, hein, c'était une petite boîte. Là, ça me fait penser à une autre anecdote qui est très marrante d'ailleurs. Hem, quand, je sais pas, tu vois, des fois, je disais: «Je veux pas casser du sucre sur Shady. Shady, c'était super et tout», mais des fois, on avait plus de café pour la cafetière et il fallait qu'on aille acheter du café, tu vois? Un truc à la con comme ça et normal dans une boîte ça, tu te dis: «Bah ouais, bah, ça arrive». Quand j'arrive chez ILM, bon, déjà, il y a une cuisine, aux 4 il y a 4 cuisines par étage, tout ça. Bon, ça, c'est une chose, mais je suis pas dans la boîte depuis 2 semaines, que c'est le cadeau de Noël. La boîte fait un cadeau de Noël et c'est une grosse boîte de 1 500-2 000 employés à l'époque et ils offrent un iPhone et un iPad à tous les employés. Moi, ça fait 2 semaines que je suis dans la boîte et on me file un iPhone et un iPad et je disais: «Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit-là?» Là, si tu veux, le contraste était incroyable. Ça, c'est un peu matérialiste et un peu ridicule, c'est pour ça que je disais que c'était ridicule, c'est pas très important, ça veut pas dire que c'est une bonne boîte ou qu'ils vont te traiter bien, mais tu dis: «Ah ouais, ça fait plaisir, quoi». Ça fait C'est plaisir, le côté aussi un peu chaud à l'américaine et ça veut dire aussi prendre soin de ses employés ou en tout cas les gâter, même si ouais, c'est très matérialiste, très important, ça a pas toujours duré, hein. C'est arrivé à cette époque-là pour une raison très particulière qui est que ILM venait de se faire acheter par Disney pour 4 milliards, enfin avec Star Wars et tout le reste, des licences. Mais donc ils venaient de toucher un gros pactole et donc ils ont remercié tous les employés, avec un beau cadeau. Moi, j'ai été chanceux d'arriver juste à ce moment-là, quoi et j'étais un employé donc je récupère le truc, mais ça faisait 2 semaines que j'étais là, tu vois? au bon endroit, au bon moment. Je dis ça parce que ça a pas toujours été le cas. Au fur et à mesure des années, ILM a pas forcément gagné tant de sous que ça et les dernières années où j'étais chez ILM, heu, c'était pas si rose. Mais autre truc, une anecdote, j'essaie de la faire rapide parce que je la trouve vraiment, vraiment marrante. Chez Eddy, c'était la famille. Je rentrais, les horaires étaient flexibles, tu vois? On se connaissait tous très bien, on se faisait tous super confiance. Quand j'avais pas de boulot, je venais les voir quand même parce que c'était des potes, tu vois? C'était la famille, quoi. Une bande de copains et dont Quand tu je étais suis très arrivé proche. chez ILM, j'avais aucune idée ce que c'était qu'une boîte corporate à l'américaine et j'avais aucune idée et je pensais que c'était plus ou moins la même chose, en fait. Donc avant de rentrer, je devais commencer le 3 décembre. Je suis arrivé quelques jours avant et donc là, j'écris à la recruteuse, je lui fais: «Bon, bah, moi, je suis à San Francisco, j'ai rien à faire en attendant, est-ce que je peux passer à la boîte pour rencontrer les gens et puis pour faire connaissance?» et là, ils ont pas compris, en fait. Ils ont dit: «Mais comment ça? Non, non, ta date de départ, c'est le 3 décembre». Je fais: «Non, non, mais c'est juste comme ça pour faire connaissance avec les gens et tout». Ils font: «D'accord, donc tu veux venir avant, donc tu veux qu'on refasse ton contrat?» Je fais: «Non, non, 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 on garde tout pareil, je veux juste voir, tu vois, faire connaissance». Et en fait, ça a pris des proportions, grosses. Ils ont organisé un meeting officiel, tu vois, dans une salle Waouh! avec tout le monde, pour me rencontrer, mais c'était totalement hors de leur sentier battu, c'était pas normal et ils pensaient qu'il y avait un problème, si tu veux, tu vois? Que je veuille les rencontrer à l'avance. Alors que moi, je voulais juste, bah, faire connaissance avec les potes, quoi, tu vois? On va bosser ensemble, donc autant, Ça a dû être un moment de gênance, mais et puis, en fait, je me suis rendu compte sur le champ, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à la boîte, ils m'ont dit: «Bon, bah, alors, il faut qu'on te fasse le badge». Ils m'ont fait le badge officiel, le truc, j'ai dû remplir plein de papiers, des NDA, des machins. Je fais: «Ah d'accord, oui, non, c'est pas du tout ce que j'avais en tête». Non, moi, je pensais aller bouffer avec les gars ou aller prendre un verre, tu vois? C'était pour ça que je voulais pas,
faire un meeting officiel, et j'ai senti même dans la la tension et la tension du meeting et le ton, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Ils avaient fait un meeting officiel pour voir ce que je voulais leur demander, mais c'était pas, c'était un peu ridicule. Donc ça s'est bien passé, il s'est rien passé de spécial, ça a duré 20 minutes, mais je me suis senti un peu con parce que j'ai fait: «Non, mais j'aurais jamais dû, demander de rencontrer les gens avant, en fait». Mais ça te montre à quel point j'étais naïf de la situation après. Hem, bah, voilà, en fait, ça fait un beau parcours pour la description. Ce que je peux te dire, c'est que je suis donc resté 7 ans chez ILM, en tant que superviseur, 3 ans en tant que superviseur, deux 2 ans et demi en tant que lead. Heu, je suis ravi des projets sur lesquels j'ai travaillé. Tu me demandais des anecdotes, des trucs qui m'ont fait voir la différence. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à travailler sur Pacific Rim. Heu, j'ai juste ma j'étais tout était incroyable. Déjà la machine qu'ils m'ont filée pour travailler, qui était une machine 16 fois plus puissante que ce que j'avais jamais touché dans ma vie, j'en croyais même Waouh! pas, surtout quand moi étant un geek, tu vois? Ouais, c'est J'étais: ce que j'allais «Ah te dire, oui. putain, j'ai 96 gigas de RAM, j'ai le pouvoir», tu vois? Hem et puis ce qu'on me demandait de faire aussi, on me refile une scène d'un mec, donc c'était sur 3ds Max, on me refile une scène d'un mec et la scène, elle est mais géante. J'ai jamais vu un truc pareil, un truc que j'aurais jamais osé ouvrir chez Eddy. C'est trop gros, c'est trop ça dépasse l'entendement et là, ça s'ouvre parce que la machine peut l'encaisser, mais on était vraiment à la limite de ce qui est possible de faire et ça m'a fait vraiment super plaisir de voir que j'étais arrivé, chez les grands, quoi. Quand on déconne plus maintenant. C'est-à-dire que quand on veut faire casser la machine, quand on veut casser la machine, on va la casser. On va la pousser jusqu'à ses derniers tranchements. On va faire tout ce qui est possible de faire en termes de puissance, on va y aller, quoi. Heu, ça c'était très gratifiant, très gratifiant. Tu touchais du doigt ce que tu avais voulu faire depuis, toutes ces années, bosser sur ces projets-là qui Et là, t'enthousiasmaient. j'ouvre cette scène, c'est une scène, c'est la ville entière, c'est Hong Kong. Il y avait Hong Kong qui était modélisé, donc il fallait que je rajoute des buildings, il y en avait déjà beaucoup et je disais: «Mais attendez les mecs, ça va finir par passer» Ça a et c'est pas pété. simplement ça, on le rendait dans la nuit, donc avec des tonnes et des tonnes de lights, ce qui, tu vois, c'est beaucoup plus lourd à rendre. On le rendait sous la pluie, donc tout Mmh est mh. super brillant et Oh là réflectif là. et on le rendait dans le brouillard, coloré et tu sais, je regarde les images, je refais le rendu et je me dis: «Putain, j'aurais jamais osé C'est essayer de faire ça en 3D avant». Mais là, en fait, bah, en fait, ça marche, donc ça veut dire qu'on peut le faire et puis tu prends goût et puis ouais, tu prends goût. Un truc que ça a j'ai levé un peu les barrières ou en tout cas les limites que toi tu te mettais sur des trucs que tu voulais pas ou tu pouvais a priori pas faire en 3D, parce que tu étais limité un peu bah, ouais, techniquement par une machine? j'ai pas simplement limité par la machine, mais limité par ta conscience professionnelle aussi parce que, tu sais quand tu as affaire à une pour une pub et tu as un budget de temps et tu as un délai de 3 semaines. Bon, bah, tu vas faire le truc que tu peux en 3 semaines et tu sais en tant que professionnel que, bah, tu peux pas faire un truc, complètement dingue. Il faut que Mmh, tu mmh voilà, mh. on a tant de jours pour faire ça, on va faire ça, quoi et même si on travaille bien et vite, i c'est limité comme tu peux. Là, c'est un autre monde, c'est-à-dire que là, on me donne un plan et on me dit: «Non, tu as 3 semaines juste pour Pour cette ça. scène-là». Je suis d'accord et c'est ça que j'ai appris après, c'est qu'ils te disent: «Ouais, tu as 3 semaines pour cette scène-là», mais quand ils sont pas tout à fait satisfaits et qu'ils veulent que tu retravailles en dessus, ils vont te donner 2 mois de plus, sans problème, tu vois? Donc tu te retrouves à bosser 3 mois sur un plan. Donc nécessairement, c'est plus du tout le même credo. Tu peux pousser tout beaucoup plus, tu as des machines plus puissantes, tu as une render farm de la mort, c'est une centrale nucléaire qu'ils ont derrière pour rendre les images, donc c'est et tu plus de limite, quoi. Tu vois? Les temps de rendu, nous, quand j'étais chez Eddy, on faisait super gaffe au temps de rendu parce qu'on avait une farm qui était grosse pour chez Eddy, mais qui était de taille normale. Je sais pas, on avait 25-30 machines, un truc comme ça, à l'époque, c'était bien déjà mais tu vois, fallait qu'on calcule, qu'on soit sûr que nos rendus dépassent pas, genre 30-40 minutes. On s'autorisait 1 heure, 2 heures, 2 fois, mais c'était la fin du monde et là, je vois les ILM, ils t'envoient un rendu de 2 jours et c'est normal, quoi, c'est OK. Pas grave, du moment que ça tu as le résultat, c'est bon. Et puis en plus, tu jamais en galère de farm parce qu'ils ont toujours de la place. Enfin, c'est pas toujours vrai, mais comparé à ce que je me rappelais chez Eddy, on avait
le pouvoir, la puissance, quoi, Ouais, tu là, tu vois? avais quasiment carte blanche, quoi. Tu pouvais te faire tout ce que enfin tu peux D'ailleurs, imaginer et le faire c'est un truc sans intéressant et ça a été un des trucs sur lequel j'ai beaucoup progressé en étant chez ILM, c'est, la la qualité, le comment dire? le niveau d'exigence? Le ni exactement, merci. Le niveau d'exigence. J'avais ce que je considérais être un niveau d'exigence assez élevé quand je sortais de chez Eddy, mais c'était un niveau d'exigence qui était au level de la publicité et des cinématiques. Heu et quand je suis arrivé chez ILM, je me suis aperçu que ça allait pas être suffisant. C'est-à-dire que, tu vois, tu fais un rendu, le rendu est beau, mais ah, il y a une petite texture pétée dans l'arrière-coin là. Je le sais parce que je l'ai vu, je sais que personne le verra. Je fais: «Ouais, c'est bon. Je vais pas me refaire un rendu de 2 jours parce que ce truc-là est pété», tu vois? Et me suis aperçu que chez ILM, non, ça passe pas. Parce qu'à la fin de chaque plan, il y a un mec qui regarde, il scrute le plan et dès qu'il y a un truc qui passe pas, ça repart et et on réitère sur le plan encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il soit pseudo parfait, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai dû apprendre en allant chez ILM que j'avais pas. Je suis un peu embêté de dire ça parce que je veux pas dire que, chez Eddy avait pas un niveau d'exigence assez élevé, parce que je pense qu'ils Non. l'avaient, ils l'ont toujours, parce qu'ils font des trucs très, très beaux. Mais quand tu te retrouves dans une boîte, comme ILM, qui est capable de mettre 1 million de dollars sur un plan, heu, C'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes c'est pas la productions, même chose, ouais, c'est 2 mondes différents et de toute façon, entre c'est tu l'as très bien dit, entre 3 semaines, une production, où tu as énormément de plans à faire et 2 mois à passer sur un plan, tu vas pas au même niveau de et détail encore, je te et dis 2 mois parce que je parlais du premier plan sur lequel je travaillais, mais il m'est arrivé de passer 1 an sur un plan, hein, chez ILM. Sur Star Wars, il y a des plans sur lesquels j'ai travaillé pendant 1 an. J'ai commencé en novembre, j'ai terminé en novembre de l'année d'après. Donc j'ai pas fait qu'un plan sur Star Wars, mais il y a des plans, si tu veux, tu continues de travailler dessus, de l'améliorer pendant 1 an. D'ailleurs, c'était dur, hein, c'est un peu à la comment fin tu ça en se peux plus, termine alors cette aventure ILM, alors, Est-ce que c'est sur Star Wars que ça se termine? Est-ce qu'il y avait encore un autre projet non, derrière? non, non, ça c'est Star Wars, c'était au milieu. Star Wars, c'était, j'ai envie de dire le pic pour moi chez ILM. J'étais là où j'étais le plus heureux. J'ai pas parlé trop d'ILM jusqu'à maintenant, j'ai parlé plus de mon parcours. Je pourrais écrire un bouquin sur comment les choses se sont passées chez ILM. ILM, j'ai adoré, c'était un accomplissement à plein de niveaux. Vivre dans le campus d'ILM, il est magnifique, c'est un musée des effets spéciaux. Tu sens que tu es vraiment arrivé au firmament de ce que tu peux faire dans le VFX. C'est un sentiment que je peux pas décrire avec des mots et c'est un sentiment que je probablement revivrai pas. Donc je veux pas cracher trop dessus. Mais j'ai eu des frustrations, certaines chez ILM qui ont été que, par exemple, je me suis retrouvé lead sur Star Wars. Hem, je considérais que j'étais au niveau pour faire mieux, pour être superviseur et pour progresser dans la boîte et je me suis aperçu que c'était plus difficile que prévu. Il y avait énormément de politique. Il y a plein de gens qui sont là dans la même situation que toi, des gens très talentueux et qui sont là depuis longtemps et qui veulent aussi progresser, donc tu es en compétition très dure. La politique, c'est qu'il se passe des choses pas toujours très catholiques, il y a des coups bas, tu vois? C'est très politique, quoi, mais très politique et ça m'a pas mal gavé. Tu vois, un mec qui va dire de la merde sur toi dans un meeting, mais quand il te parle, il est tout Mmh sourire, mh. machin, Ouais, tu heu maîtrises pas en fait ce qui va être dit de toi et ton image et en réalité, et puis ça peut te ça a nuire, ça a une influence assez importante parce que c'est ta carrière au sein de la boîte. En plus, un autre truc un peu différent d'ILM, c'est que comme c'est très gros et c'est aussi particulier à ILM, mais c'est une hiérarchie très militaire où, tu vas du troufion de base au général, quoi et et pour grimper les échelons, c'est la guerre, hein. Tu pars à la guerre, tu bosses comme une mule et tu progresses doucement, échelon par échelon, tu vois? Tu vas du major au caporal au machin, c'est long et c'est dur et et plus quand il y a un tu veux mec passer quand les échelons et plus il y a moins il y a de place et plus il y a de monde qui veut prendre cette ouais place-là. et plus ça devient politique parce que plus ça devient du management de personnes, ça devient du management de comment tu es copain avec qui et pourquoi et ça m'a un peu saoulé, je dois avouer. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que Star Wars a été le pic et ce qui s'est passé sur Star Wars et ça, je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais je veux en parler. Un des trucs,
qui est un des trucs qui me tient le plus à cœur, c'est que, moi je suis relativement technique en 3D, je fais du code et j'ai fait des outils, des trucs comme ça et j'étais particulièrement frustré avec 3ds Max, surtout chez ILM parce qu'on faisait des trucs de ma boule, les trucs les plus déments que tu puisses imaginer et on les faisait sur 3ds Max qui, de mon point de vue, était pas du tout le logiciel adapté à ce qu'il fallait qu'on fasse et c'était galère et je détestais 3ds Max. J'ai l'impression de perdre ma vie à essayer de faire des trucs qui marchent, de faire des scènes géantes avec des fichiers de 4 gigas et des trucs qui prennent 2 heures à ouvrir et qui crashent tout le temps et qui étaient pas pensés pour ça. Quand on est pour les gens qui s'y connaissent en rendu, mais quand je me suis pointé chez ILM sur 3ds Max, il y avait pas de système de render layer. Donc en fait, c'était très archaïque. On faisait des scènes différentes pour les différentes passes de rendu, c'était ridicule. Même chez Eddy, on avait un pipeline beaucoup plus avancé. Donc moi, j'ai entrepris quand je suis arrivé d'écrire un système de render layer pour ILM, sur 3ds Max qu'ils utilisent toujours aujourd'hui pour te dire. Heu et mais même en fait, tout ça pour dire que j'ai essayé d'améliorer les choses, mais que je me suis rendu compte que c'était pas possible parce que décemment 3ds Max n'était pas designé pour faire les choses qu'on faisait. Donc j'ai pris, en main d'essayer des nouvelles choses et j'ai notamment essayé Clarisse, dans mon coin au départ, pour voir comment c'était. J'ai été séduit, littéralement séduit par Clarisse et j'ai considéré que c'était exactement ce qu'il nous fallait pour le type de projet qu'il nous fallait et j'ai essayé d'introduire Clarisse chez ILM et j'ai plus ou moins réussi. J'ai donc introduit Clarisse, pas que moi, aussi avec un autre superviseur, mais c'est moi qui m'en servais le plus quand même, sur Star Wars et ça a été un succès. Attends, attends, je t'arrête, quand tu dis que tu l'introduis et que tu le testes sur des plans, en fait, des plans officiels, des plans qui vont sortir pour vraiment lui mettre dans la tête, Non, les mêmes assets, non? non, parce que la manière dont ça se passe à l'époque, c'est qu'on n'a pas de licence de Clarisse chez ILM et je peux pas dire à ILM: «Vous voulez pas acheter une licence de Clarisse? Je voudrais essayer». Déjà on est en production donc eux c'est: «Bah non, puis on va pas changer un pipeline comme ça, non». Donc non, j'ai essayé Clarisse chez moi, sur, mes projets perso, sur des trucs, je les ai poussés. Je me suis fait ma propre petite démo chez moi sur Clarisse. Pareil, je rendais la nuit sur mon ordi et tout ça. J'étais vraiment convaincu que c'était un truc et une fois que j'avais une pièce décente à montrer, je l'ai emmené chez ILM et je l'ai montré. Je leur ai dit: «Hey, j'ai fait ça sur Clarisse, j'ai fait ça en une semaine, je pense que» et j'avais déjà un peu de voix à l'époque parce que j'étais déjà lead, sur des shows et donc et puis j'étais technique, j'avais écrit le système de render layer, donc ils m'écoutaient un peu quand même, tu vois? Et ils ont dit: «Ah, intéressant». Alors c'est là où j'ai quand me suis rendu compte pour la première fois que en fait ILM c'est comme un paquebot. C'est-à-dire que s'ils veulent changer de direction, c'est tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc c'était pas genre: «Allez les mecs super, on achète Clarisse et puis on essaie sur Clarisse». Ah, ça s'est pas trop passé comme ça, il fallait que ce soit étape par étape. Sauf que j'ai rencontré un superviseur chez ILM qui était, fabuleux, qui s'appelle Susumu, qui était donc le superviseur de Star Wars et qui a vu ce que j'ai fait et qui a dit: «Non mais c'est exactement ça qu'il nous faut. Ça suffit 3ds Max, on arrête les conneries là et on va prendre, les trucs qui marchent». Et lui, il a décidé, c'est sa décision d'utiliser Clarisse sur Star Wars et c'est là où je disais: «Ça a été un succès». Alors on a galéré parce qu'on n'avait pas de pipeline, on n'avait rien. Et c'était la première version de Clarisse qui était pas aussi bien que la version qu'on a aujourd'hui, mais on s'est débrouillé quand même et ça a marché puisqu'on a gagné un VS pour les effets qu'on a fait. Donc je considère que ça a été un succès et grâce à ce succès-là, on a réussi à introduire Clarisse, doucement chez ILM. Ce qui s'est passé, et c'est pour ça que je raconte tout ça, c'est que ça a été le pic, succès avec Star Wars, tout ça, mais j'étais très frustré à la sortie de Star Wars de pas avoir les fruits de ce succès et je voulais devenir superviseur, je voulais un gros show à moi, où je puisse gérer les trucs comme je le sens et parce que je pensais que j'en avais les épaules et ils avaient pas de show à me donner et je me suis retrouvé dans des batailles politiques à la con et j'ai dit: «Tu sais quoi?» J'ai commencé à me dire: «Il faut que je parte d'ILM, en fait». J'ai eu une opportunité géniale je m'étais fait pote avec un VFX supervisor, un Français, chez ILM, qui s'appelle Philippe Rebourg et qui, venait d'être engagé pour être le superviseur de Valérian, mais il m'a dit: «C'est pas à San Francisco, c'est à Vancouver». Et à cette époque-là, pour des raisons personnelles que je citerai pas ici, mais j'avais besoin d'un peu de changement et j'ai dit: «Tu sais quoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Essayons Vancouver».
San Francisco, ça fait 3 ans, c'est bien, mais là, j'ai besoin de prendre l'air un peu. En plus, je bossais sur Star Wars, j'avais bossé, mais comme une mule, mais un truc. On faisait des 60-70 heures par semaine. À chaque fois qu'on avait des vacances prévues, elles étaient annulées parce que, on avait un trailer qui sortait de nulle part. J'ai bossé 1 an plein, mais comme une mule et j'étais rincé, j'étais cramé, quoi. C'était Normal. vraiment le burn-out. J'étais cramé. En plus, il y avait ce truc qu'on avait pris à cœur de faire Clarisse dans ILM, ça demandait beaucoup d'énergie, de se battre politiquement et il y avait tout un tas de choses. Donc quand j'ai eu cette occasion d'aller à Vancouver, bah, j'ai sauté dessus. Surtout que la raison pour laquelle j'allais à Vancouver, c'était pour devenir superviseur et de devenir superviseur d'un gros projet qui, à l'époque, était Valérian et donc c'est là où j'ai bougé à Vancouver. J'ai découvert un autre studio, qui est le studio ILM de Vancouver, que, surprenamment, je m'y attendais pas, mais que j'ai beaucoup préféré, en fait, au studio de San Francisco. J'avais une ambiance fabuleuse, une ambiance un peu comme celle que j'avais chez Eddy à l'époque. Une ambiance familiale et avec des avec des bons potes que je garderai à vie, tu vois? Et c'était assez fabuleux. J'ai passé des supers années, et ça a duré 3 ans jusqu'à ce que je travaille sur, donc je suis devenu superviseur sur Vaillant, j'ai supervisé d'autres, projets, heu, auxquels je pense même plus. J'étais superviseur sur Aladdin, et Aquaman? était arrivé Aquaman. Et Aquaman, ça a été le déchantement, ça a été, l'apocalypse. Aquaman, ça a été l'apocalypse. J'ai une anecdote, c'est que j'ai tendance à dire que Aquaman, le générique de fin d'Aquaman, c'est pas un générique de fin, c'est un mémorial. C'est un mémorial pour tous les artistes qui sont morts sur ce show. Parce qu'on est tous morts. On est tous morts à l'intérieur d'avoir travaillé sur ce projet. Ça a été je Encore une fois, je pourrais en parler des heures. Ça a été l'apocalypse. Pourquoi il était pire que les autres? Pourquoi ça a été Parce qu'il l'apocalypse sur était mal celui-là org et il était mal organisé, il a été mal budgété, il a été sous-estimé par ILM. Heu, on a eu un client horrible, le réalisateur savait pas ce qu'il voulait, il changeait d'avis tout le temps, ILM disait jamais non, parce qu'ils avaient besoin de la licence d'Aquaman dans leur, tu vois, dans leur escarcelle pour avoir parce que c'est Universal, ils étaient avec Disney depuis longtemps, ils faisaient les Marvel et tout ça, mais c'était leur premier DC Comics. Ils voulaient absolument garder DC Comics et taper fort avec. Et ça a été absolument horrible. J'ai jamais travaillé autant dans toute ma vie et surtout là j'étais ça m'a dégoûté du VFX, littéralement, quoi. Ça m'a dégoûté du VFX. On a des plans sur lesquels on a fait 435 versions du plan et mais ça c'est ça fait pas c ça fait ouais. plus de sens, en fait, ça fait plus de sens. Tu vas au boulot, on te met la pression, il faut un plan pour après pour hier et tu dis: «Mais putain, je l'ai rendu déjà 300 fois le plan». Il y a pas une des versions qui te plaît, non, tu en veux une autre, non, tu veux changer ce truc-là, tu te dis: «Arrête de te foutre de ma gueule, quoi». C'est ridicule, c'est ridicule et si tu veux, c'est là où tu commences à perdre des années d'espérance de vie et tu te dis: «Si j'ai pas fait ça pour ça, quoi». C'est pas Mmh comme mh. si je sauvais des vies. Je tiens, une putain d'image, en plus, c'est un film de merde, si tu me demandes, c'est non, quoi, arrêtons, ça suffit. Tu perds le sens de ce pourquoi tu le fais, quand on arrive à ce Ouais, niveau puis tu d'absurdité, tu t'amuses même plus, en fait, c'est du stress, c'est pas bien, c'est tout, tu sais, tous les mimes qu'on voit sur internet, à propos des artistes VFX qui perdent leur vie et leurs cheveux, ça Aquaman, c'était ça pour moi et ça m'a bien calmé et c'est là en plus, ça s'est très mal passé, je me suis engueulé avec plein de gens sur Aquaman, heu, c'est ma faute et c'est la faute d'autres gens aussi, je prends un peu de responsabilité, et puis c'est le mais contexte aussi, enfin, c'est quand le tu es aussi contexte, sous effectivement, on pression, était on était en guerre et on était en train de perdre la guerre et tu vois, écoute, tu sais, sous pression, tu craques et je me suis engueulé avec plein de gens, c'était vraiment pas une bonne ambiance, je me suis engueulé avec la manager de chez ILM qui m'a saoulé, et qui m'a reproché que les choses se passaient pas bien à cause de moi et j'ai dit: «Tu sais quoi? Ouais, c'est bon, quoi, c'est bon, j'ai fait mon temps, j'ai fait 7 ans chez ILM, j'ai passé à autre chose». J'ai cherché du boulot à droite à gauche. Parce que Vancouver, il y a plein de boîtes des fixes, donc c'était très bien et heu et puis j'ai trouvé, ce boulot chez Epic parce qu'un ancien superviseur environnement de chez ILM, un Français qui s'appelle Jérôme Plateau, avec qui j'étais resté en contact, qui avait vu mon travail, avant, qui me connaissait plutôt bien et qui m'a dit qu'il recrutait chez Epic et qui m'a dit: «Ouais, je pense que tu serais un bon profil»
et si ça t'intéresse, on engage». Je fais: «Bah, ça tombe super bien, écoute, ça tombe super bien» et voilà et donc je suis passé de ILM à Epic, j'ai fait le saut, directement et Epic, ça fait maintenant 2 ans et je dois avouer que c'est un grand bonheur. C'est pour de mon point de vue, c'est beaucoup moins stressant qu'ILM. Ils sont beaucoup plus avancés technologiquement, ils sont à la pointe, littéralement à la pointe de la technologie. Ils créent leur propre logiciel Unreal, qui est maintenant ce qu'on fait de mieux sur le marché, toutes catégories confondues. C'est mieux que tout ce qu'il y a ailleurs, c'est mieux que tous les moteurs de rendu, c'est l'avenir et tu sens vraiment quand tu bosses pour eux que tu es à la pointe, mais vraiment à la pointe, quoi. On peut pas squeezer une goutte de plus de l'ordinateur que ce que fait Epic avec Unreal. C'est magistral et beau, j'ai envie de dire, tu vois? Et je suis ravi parce ils nous font pousser, l'imagerie encore plus dans ses retranchements. J'ai l'impression d'être beaucoup plus proche de la pointe, en fait, que quand j'étais chez ILM, curieusement. Mais de ce que je comprends déjà, au moins, tu as plus du tout cette frustration d'avoir l'impression de galérer, de devoir te battre, pour mettre à jour des outils. Pour le coup, là, ils sont pensés et eux, leur but, c'est d'être à la pointe et de le maintenir et de voir d'être les premiers ou voire C'est d'être les précurseurs donc Si tu veux, c'est un truc, c'est très difficile de comparer les 2 parce qu'ils font pas exactement la même chose. Bon, ILM, c'est une boîte de VFX et en tant que boîte de VFX, c'est un prestataire de service. C'est-à-dire qu'il y a un studio qui vient les voir pour faire du VFX. Donc c'est un peu comme tu vas chez le boulanger et tu commandes une baguette, tu vois? mmh mh C'est un quelqu'un fait un truc pour toi et puis ça on te le livre tout et puis fait. il y a un client qui vient C'est un avec il y un a vrai exactement. besoin et Il y a un client qui a un besoin, des fois tu as des clients chiants et il y a des budgets limités et puis surtout, c'est une production de film, c'est-à-dire que sur un gros film, chez ILM, Aladdin, il y a 2 000 plans de VFX. Donc il faut une équipe de 300 personnes pour faire les 2 000 plans de VFX. C'est un planning, super précis. En fait, c'est pas vrai du tout, c'est un planning complètement à l'arrache, mais bon, il faut quand même y ait un planning, tu vois? Hem c'est un autre monde et il y a une pression constante de fournir les plans en temps et en heure et tout ça. en Epic comparaison Epic, ouais. Vas-y. est une boîte totalement différente. Déjà, Epic n'a pas de clients. Epic est en tout cas dans mon département, Mmh mh. on est notre propre client. Epic produit ses propres démos, ses propres trucs pour promouvoir son propre logiciel qui est Unreal. En plus, Epic, la raison pour laquelle ils engagent des gens et ils ont de plus en plus de succès, c'est, grâce à Fortnite, qui est devenu le jeu le plus vendu, le jeu le plus succès qui a le plus de succès dans le monde. Avec Fortnite, ils font des milliards, ils roulent sur l'or et ils peuvent se permettre presque tout ce qu'ils veulent, si tu veux. Donc maintenant, ils ont cette force de frappe, disponible pour améliorer le système et ça c'est un business totalement différent, en fait. C'est totalement différent, tu vois? Et ils savent qu'en améliorant Unreal, ils vont avoir de plus en plus de parts de marché potentiellement dans le VFX et potentiellement dans plein d'autres industries, hein, dans l'automobile et c'est pour ça qu'ils le poussent. Mais donc c'est un monde complètement différent. Surprenamment, mon travail de tous les jours est relativement proche de ce que je faisais chez ILM parce que moi donc là je suis artiste procédural, mais ça veut dire que globalement je suis artiste environnement. Je fais des environnements en 3D, réalistes, et les techniques sont très similaires, à part que je fais ça sur Unreal. Il y a des contraintes supplémentaires du fait que ce soit un moteur de jeu, mais pour être franc, c'est très, très proche. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent du VFX et qui se reconvertissent à travailler dans des boîtes comme Epic parce que tu t'aperçois que, le workflow est le même et que la qualité, le niveau d'exigence est le même aussi. Parce que, à l'époque, les jeux vidéo, c'était nécessairement moins fort que ce qu'on pouvait faire avec du offline render. Maintenant, c'est plus le cas. Donc le niveau d'exigence s'est remis au niveau du film et c'est pour ça que maintenant ça devient très interchangeable, en fait. Mais du coup, en termes de délivrable, là, c'est pas un film que tu vas produire, ça va plus être une démo? Donc un peu plus Alors petit, il moi, y ce a moins de la plans? le département dans lequel je travaille, on fait les démos pour Unreal. Donc là, en ce moment, c'est Unreal 5 qui sort. Donc on fait des démos qui démontrent ce que peut faire Unreal. À la fin, c'est exactement la même chose, hein. La manière dont on le vend, c'est un petit film de 10 minutes qui montre comment Unreal fonctionne. La différence, c'est que c'est real time, donc on peut jouer dedans, mais en fait, c'est comme une bande démo, si tu veux. Ouais.
Heu, mais le flow de production est très similaire à ce qu'on fait dans le film en vrai. On a des plans, on a des environnements, des assets qu'il faut, heu, développer et ainsi de suite, quoi. J'avais 2 questions qui me venaient en tête, mais je vais peut-être prendre, comment les c'est vous qui décidez, les environnements que vous allez mettre en place pour faire cette bande démo et peut-être vendre le logiciel, de la meilleure des manières avec vraiment un 360? Ouais. C'est vous ou c'est eux qui, donnent peut-être déjà un je sais pas, un espèce de cahier des charges pour, peut-être démontrer certaines choses? Ouais, c'est les 2. C'est-à-dire que, effectivement, il y a une nouvelle fonctionnalité d'Unreal qui vient de sortir et il faut qu'on démontre comment ça marche bien, donc on va faire un truc dans ce sens. Il y a une équipe créative qui est là, ils ont des concept artistes aussi. OK. Vraiment comme Heu, une production et pour le coup, là, tu as aussi un département qui va faire des concepts. Absolument et puis en plus Epic, ils ont du monde aussi, hein. Un truc que je voulais dire que j'ai pas dit avant, en comparaison d'ILM, c'est que ILM étant dans ce business de production, de plans permanents, en fait, le ratio entre le nombre d'artistes comparé au nombre de gens qui font le pipeline est très particulier. C'est-à-dire qu'il y a probablement 25 artistes pour un développeur qui fait le pipeline et c'est Mmh mh. globalement la même chose dans toutes les boîtes de VFX, plus ou moins. Chez Epic, parce que nous, on développe un logiciel qui va être donné, aux gens, le ratio est très différent. Je dirais qu'il y a 30 d'artistes pour 70 de développeurs et ça, c'est une différence majeure dans la manière dont les choses évoluent et qui fait qu'on est à la pointe de la technologie aussi. C'est que, ils mettent beaucoup plus de ressources sur le développement des outils que ce que c'était chez ILM. Je referme la parenthèse parce que j'y pense maintenant que tu pour une autre question que tu avais dit. Mais oui, globalement, ce qu'on fait, ça marche comme une production classique et comme on décide de ce qu'on va faire, c'est effectivement pour démontrer une fonctionnalité particulière. Par exemple, la nouvelle fonctionnalité de Unreal 5 qui s'appelle Nanite, qui est la capacité à afficher des milliards de polygones sans avoir de problème à afficher des milliards de polygones, qui fait que pour faire simple, tu as plus de limite de polygones, à l'écran. On voulait démontrer cette fonctionnalité d'une manière, on voulait démontrer cette fonctionnalité, donc on a utilisé des mégascans, à pleine résolution, avec tous les détails et tout, et on en a mis des centaines et des centaines, et donc c'est comme ça qu'on a décidé de faire une grotte, tu vois? Alors, je dis «on», quand ils ont décidé de faire une grotte, moi j'étais pas encore là, donc je vais pas dire «on», mais globalement c'est ça. C'est-à-dire que la contrainte, c'est qu'il faut qu'on montre qu'on puisse mettre du poly à l'écran et qu'on faut qu'on le fasse vite. La taille de notre équipe, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, faisons des rochers. En plus, ça marche bien pour le rendu d'Unreal. Ça met en valeur, ça met très bien en valeur le rendu d'Unreal, donc on va faire ça. Après, chaque nouveau projet qu'on fait, c'est avec ce truc-là en tête. Par exemple, la grotte, c'était aussi un moyen de mettre en avant Lumen, qui est le système de global illumination de Unreal. Donc une grotte, bah, c'est-à-dire que tu as des puits de lumière, tu vois? C'est parfait pour la GI, quoi. Alors que si tu fais un truc, totalement overcast, sans tu vois? Ça vend pas très bien la GI, quoi. Donc tu as comme une espèce de to do ou en tout cas des points, assez techniques qui doivent être mis en valeur et puis certains, plans peuvent, en cocher plusieurs, pour un peu mettre en avant ces nouvelles fonctionnalités et essayer de convaincre que le logiciel n'a plus ces limites-là ou en tout cas, Ouais, qu'il après il y a les a plein d'autres repoussées. choses. Il y a aussi plein d'autres choses que je connais pas. Je sais qu'ils avaient d le truc qu'ils ont fait sur la démo d'Unreal 5 là, avec la nana qui se balade dans la cave. Hem, je sais que c'était une licence qu'ils avaient développée avant. Ils avaient un projet de jeu avec, ça a été abandonné, mais ils l'ont récupéré, donc c'était un moyen tu vois, de le reconvertir. Je connais pas les détails de l'histoire, mais je sais qu'ils avaient en tête de réutiliser ce personnage-là pour un truc qu'ils l'avaient déjà, si tu veux, donc voilà. Aujourd'hui, en ayant fait les 2, en ayant fait des productions et là en bossant pour Unreal, je sais pas si tu me vois venir, mais ils essaient quand même vachement de se positionner pour de la production de VFX et de long métrage. Est-ce que tu te reverrais faire des films chez ILM ou dans un autre gros studio, mais en tout cas pour des grosses productions, en bossant vraiment sur Unreal, et pas, clairement pour faire du jeu vidéo ou une démo, mais bien des longs métrages? Alors la réponse va être simple, totalement. Va falloir les To développer alors par contre. Totalement, après avoir passé tant d'années à faire des effets spéciaux sur différents logiciels, plus ou moins adaptés, comme je te disais 3ds Max qui de mon point de vue était pas du tout adapté,
et Qu'est-ce que ap ça change? Ouais, vas-y, je pardon, et excuse-moi. après avoir utilisé Unreal, heu, pendant 2 ans là et faire du real time avec de la GI, avec toutes les features que tu as dans le offline render, tu l'as maintenant en real time. Il y a de mon point de vue, il n'y a absolument aucune raison de rester sur l'ancienne technique. La manière dont on faisait des rendus, heu, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de faire une scène et de cliquer sur le bouton, de faire un rendu et de tweaker son shader, de refaire un rendu, de déplacer la light, refaire un rendu, c'est fini. Pour moi, c'est fini. C'était comme ça qu'on faisait la 3D dans les années 2000 et je peux te dire que dans les années 2020-2040, on fera plus ça. Il y aura plus de je clique et j'attends mon rendu et je lance le truc sur Render Farm, c'est fini. Maintenant, ce sera real time. Tu feras ta scène et elle sera prête. C'est tout. Et pour l'avoir fait pendant 2 ans et pour avoir été, je veux dire, je pense que j'ai une voix à ce propos, parce que j'étais superviseur chez ILM, j'ai fait des gros projets, j'ai vu comment ça marchait et maintenant je suis passé chez Epic et j'ai fait des gros projets chez Epic qui sont en real time. J'ai donc vu les 2, donc je peux juger et je peux te dire que il y a pas photo, c'est le jour et la nuit, quoi. Il y a aucune chance que je revienne à l'ancienne technique. C'est pas possible. On est déjà dans le futur, tu vois? C'est Hem, c'est presque très, c'est-à-dire, pour tous les gens qui sont en train d'apprendre, V-Ray ou Arnold ou machin, faut arrêter. Faut arrêter, ça sert à ça, c'est dans 5 ans, c'est fini. Dans 5 ans, on est tous au real time. Il y a aucune raison que tu peux pas lutter, quoi. Tu peux pas lutter. Bon, et pourquoi moi alors? sur Unreal, je te fais une image qui a l'air aussi belle qu'un truc qui sort de Arnold ou V-Ray. C'est real time, ça veut dire que le temps de rendu de cette image, c'est 20 millisecondes. 20 millisecondes. Je vais faire la même image super complexe, machin, tout ça, dans V-Ray ou Arnold ou même Clarisse pour ce faire. Ton temps rendu, ça va être, alors je vais parler en termes ILM, mais ton temps rendu, ça va être 4 heures, 8 heures. C'est pas possible, tu peux pas, quoi. Tu peux pas, tu te rends pas compte déjà des ressources que tu gâches avec une render farm. Le temps que tu gâches, tu dois setuper ton rendu dans la nuit, tu fais tout bien, tu relances le rendu, tu reviens le lendemain matin, tu as tout foiré parce que tu as oublié de cocher un truc. Je dis ça, petit clin d'œil à tous les artistes VFX à qui c'est arrivé. Je sais que ça arrivé à tout le monde et ça m'est arrivé des milliers de fois. Et tu as perdu une nuit de rendu et tu es marron parce que tu as rien à montrer le lendemain. Heu, c'est fini, c'est fini. Il y a aucune raison de pas passer. Alors après, moi, convaincre des gens d'utiliser un logiciel ou un autre, j'ai fait ça maintenant toute ma vie, hein, de toute ma carrière. Donc je sais très bien comment ça va se passer. Les gens vont dire: «Ah ouais, mais ça fait pas ci, ah ouais, mais ça fait pas ça, ah ouais, mais en fait, tu peux pas faire, du volume, tu peux pas faire des AOV, pour le rendu et la comp, comment elle va faire si tu peux pas lui donner une passe 32 bits de je sais pas quoi?» Mais les beaux parleurs ont beau parler, ils peuvent pas lutter, ça va venir. C'est-à-dire qu'effectivement, le truc est nouveau, il y a des choses qui manquent par rapport au offline render, mais ils changent, ils ajoutent les fonctionnalités toutes les 2 semaines dans Unreal. Ça va à une vitesse phénoménale et ils peuvent pas lutter. Quand il y a un mec qui va me dire: «Ah ouais, mais il y a pas ci» et 3 semaines plus tard, ça y est et c'est même plus un argument et voilà, il est resté sur son pauvre rendu. Son rendu, il a même pas fini que la fonctionnalité, elle est arrivée dans Unreal, quoi. Heu, non, je te le dis, il y a pas photo. Il faut que les gens s'y mettent parce qu'il y a pas de retour en arrière. Donc ça, ce sera peut-être mon message de toute cette interview-là, c'est de dire: «Il faut que les gens s'y mettent maintenant». D'ailleurs, je pense que les artistes, pas les artistes VFX, les boîtes de VFX qui ne se mettent pas au real time, vont mourir. C'est très radical encore une fois, Ouais, mais je pense que j'ai dit, quand je suis sorti d'ILM, j'avais les nerfs et j'étais saoulé et tout ça. Je disais: «Ouais, ILM, ils ont que 2 ans à vivre, quelle boîte de merde et tout». Bon, c'est pas vrai et ils sont toujours en vie et ils sont talentueux, ils font des beaux trucs, mais je pense quand même que s'ils changent pas leur manière de faire des images maintenant, dans quelques années, ils vont pas survivre parce que la technologie évolue et je veux dire, je dis ça, mais ça se passe déjà, hein. Tous les studios s'intéressent déjà au real time. Ils s'intéressent spécifiquement à Unreal parce que c'est la pointe maintenant, mais ça va pas nécessairement durer, ça arrive toujours qu'il y a un nouveau qui se pointe avec un nouveau logiciel encore mieux et puis ce sera le nouveau truc, tu vois? À l'époque où j'utilisais Clarisse pour moi était la pointe absolue, je pense que c'était le truc le plus puissant.
Et j'adore toujours Clarisse pour plein de raisons, mais maintenant que je travaille sur Unreal, je pense que, Clarisse, est la génération d'avant et Unreal est la génération de maintenant. Et Unreal va heu, dépasser Clarisse sur pas mal d'aspects et dans 5 ans, il y aura un autre logiciel qui va faire pareil, qui va dépasser Unreal sur pas mal d'aspects et puis ainsi de suite. Donc oui, pour toi, là, Unreal, ça constitue aujourd'hui un saut technologique, clairement, et ça va un Ah peu clairement. révolutionner le marché. Pour autant, tu laisses la porte ouverte en disant qu'il y en a peut-être d'autres qui vont s'engouffrer et Mais il y a il y aura toujours peut-être un d'autres. Unreal bis et oui, oui. L'histoire, elle est sans fin, forcément. Hem, Mais et Unreal, ils ont tapé fort quand même, hein. Unreal 5 pour les gens qui ont pas essayé, il faut qu'ils essayent parce que pour toute personne qui fait du VFX et qui a pas essayé, il faut essayer. Parce que je ne peux pas décrire le sentiment que c'est de travailler sur Unreal quand tu as passé ta vie à faire du rendu offline. Quand tu arrives moi la prem j'ai eu la chance absolue d'être un des premiers à pouvoir essayer cette technologie. On nous l'a Tu vois, j'étais en train de faire les images qu'ils nous avaient demandées là chez Epic, la cave et tout, je faisais la cave avec l'ancien Unreal, avec Unreal 4 et je faisais ce que je pouvais pour le faire beau, tu vois? Et j'étais content déjà, je disais: «Ah, c'est pas mal, c'est puissant. Ouais, alors je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, mais je m'amuse bien quand même». Et là, ils nous ont dit: «Attends, attends, attends, on a fini. On vient tout juste de sortir du four, préparer Unreal 5 avec les nouvelles fonctionnalités, machin. Essaye ça». Donc ils me le donnent, je mets ma scène, et c'est pas que j'appuie sur rendu, c'est que je joue le truc et là, j'en crois pas mes yeux. J'en avais quasiment les larmes. Je disais: «Mais attends, je comprends pas ce que je regarde là, ça fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens». J'ai passé ma vie à faire du setup de rendu, de trucs pour que ce soit beau et tout, et il y a plus de rendu, c'est instantané. Comment tu m'expliques que j'attendais 8 heures pour avoir une belle image avant et que là, le truc me le fait instantanément? Et je bouge le rocher et j'ai toute la GI et tout qui qui s'adapte et qui tu vois, mon rendu il est fini. Je te dis, j'ai même plus de mots. Quand j'ai vu ça, quand j'ai eu le truc dans les mains la première fois, il a fallu que j'arrête de travailler. J'ai dû faire une pause. Je me suis arrêté, j'ai fait: «Attends, je comprends pas là. Vraiment, je comprends pas. Il faut que je processe ce que je viens de voir». C'est pour te dire à quel point le saut technologique, il est dément. Parce qu'en plus, c'était même pas comme si tu disais: «Ah ouais, mais c'est pas non, mais il y a quand même des défauts ici et là». Non, c'était magnifique. J'avais une image devant les yeux, je disais: J'en crois pas mes yeux, quoi. J'en crois pas mes yeux». D'ailleurs, encore aujourd'hui, je fais des trucs dans Unreal et je dis: je comprends pas, ça défie toute la logique, ça défie toute la conception que j'ai de la 3D depuis que j'ai commencé à faire de la 3D. Je comprends pas comment, avec la même machine, je peux me retrouver à faire ça et qu'avant je devais faire comme ça. Ça passe pas, quoi. C'est pour ça que je te dis: «Faut arrêter». C'est radical, c'est totalement, j'adorerais faire un film chez ILM avec Unreal parce que c'est exactement comme ça qu'il faut faire. C'est la nouvelle technologie. ça révolutionne ta manière de travailler et de concevoir, notre métier. En l'occurrence, là, tu as plus à attendre, c'est instantané, C'est beaucoup plus fun, c'est que si tu fais la même chose, tu fais la même chose qu'avant, tu fais les mêmes images, les mêmes types d'images, rends des trucs de même qualité d'une certaine manière. Sauf que c'est beaucoup plus fun. Tu es plus créatif, tu as beaucoup plus de pouvoir, quoi. Tu vois, Ouais, le nombre de fois où tu avais un plan, tu te dis: «Ah, j'aurais bien aimé modifier ce truc-là, j'aime pas trop comment c'est» et puis, tu dis: «Bah, j'ai pas le temps de le rendre, c'est comme ça restera comme ça». Ça nous arrivait tous tellement de fois et là, bah, là non, c'est instantané. Tu veux le changer, tu le changes jusqu'à ce que ce soit bien et ton rendu, il est fait. Là, je fais des rendus pour Delize, comme je faisais chez ILM, tu vois? Chez ILM, tu fais un plan, tu rends ton truc pour Delize, tu le présentes au VFX Sup et là, je fais la même chose. Parce que quand je fais un rendu, en fait, c'est que je fais une capture d'écran de mon ordi. Je fais une capture vidéo, je tourne autour du truc et puis je lui montre et c'est fini, tu vois? ouais. Hem, Heu, je vais rebondir sur ce que tu dis, ouais, ça fait écho à une des discussions qu'on avait eues dans un des premiers épisodes avec Jean-Michel, où lui, il aime beaucoup, créer en live, et c'est justement en créant en live quand tu as pas de temps de latence, lui, il le fait vachement plus en VR, mais c'est là qu'il se rend compte qu'il arrive à créer des choses, et que sa créativité, elle est démultipliée parce que tu as plus besoin de, te demander, 40 000 fois ou de un peu prévoir ton plan en 3D, où est-ce que tu vas mettre tes objets pour te demander si ça va fonctionner ou pas. je Là, il suis y a tout à l'accident fait qui peut se d'accord. créer, tu vois? Je suis tout Et à fait d'accord, et d'ailleurs, pour le décrire d'une manière peut-être un tout petit peu plus précise, la clé, de ce qu'on fait, c'est qu'on nous, on est des artistes, on crée des images, on crée des belles images,
la clé d'une belle image et d'un artiste, c'est l'itération. Il faut qu'on puisse itérer. Parce que personne, même les plus grands artistes, ils feront jamais le truc parfait du premier coup. Faut laisser de la place à la spontanéité, d'accord, mais tu peux toujours améliorer et le fait d'avoir des itérations fait que tu vas pouvoir faire une meilleure image ou une meilleure scène ou ce que tu veux. Mais c'est pour moi, c'est le plus important. Est-ce que te donne Unreal? Est-ce que donnait Clarisse, juste avant et est-ce que te donnait pas 3ds Max ou un logiciel comme ça? C'était de l'itération. Quand j'avais une scène 3ds Max qui prenait 1 heure à ouvrir et 8 heures à rendre, j'avais 2 itérations par jour. Je faisais 2 tests, je cliquais, j'attendais mon truc, OK, c'est comme ça, tu vois? J'ai 2 itérations pour voir comment ça marche. Clarisse, ça a été un peu plus rapide, beaucoup plus facile, on avait le feedback en live, c'était très bien. Il fallait quand même qu'on attende pour avoir le rendu de très bonne qualité à la fin, mais c'était déjà une belle étape sur l'itération et là, Unreal, c'est l'itération permanente. Tu vois? Il y a plus de tu réitères, tu fais ton image finale. Tu travailles ton image finale. Donc c'est voilà, ça parle de soi-même, quoi. Merci Quentin. Je te retiens pas plus longtemps, mais De rien. je pense que pour tous ceux qui étaient encore un petit peu sceptiques, ils vont retélécharger Unreal et cette fois-ci, ils téléchargeront la 5 et ils la testeront une bonne fois pour tous toutes. Alors Unreal, c'est un peu chaud quand même, hein. Le learning curve comme ils disent, Ouais, la courbe de c'est un progression. c'est un peu chaud, hein. C'est pas clé en main. Il y a pas mal de trucs et c'est un moteur de jeu, hein. Il faut se garder en tête que c'est un moteur de jeu, donc ça a été pensé pour le jeu vidéo et il y a plein de trucs à faire dans Unreal que il faut le penser comme un jeu vidéo et pas le penser comme un truc pour faire une scène finale de VFX ou une belle image. C'est un truc de jeu vidéo. Donc il y a des trucs, des fois, qui font pas trop de sens. Mais ça fait du sens pour le jeu vidéo et ouais, Unreal, c'est un peu chaud, mais ça vaut le coup. Et puis ça change tellement vite que, le Unreal qu'on connaît là aujourd'hui en 2021, en tout cas fin 2021, il ressemblera encore moins à celui qui sortira dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tellement ce que tu nous dis, il évolue et si aujourd'hui il y a encore des gens qui sont sceptiques, ça reste des features qui vont progressivement implémenter et qui peuvent, peut-être le faire un peu plus basculer vers des logiciels qu'on connaît et un peu moins, de jeux vidéo, un petit peu. Et ils le font, hein, ils le font absolument, ils sont à l'écoute et puis, ils travaillent avec différents studios et ils font évoluer quand, tu vois, il y avait pas d'AOV il y a pas très longtemps, ils ont mis en place des AOV, même si c'est pas trop, la tasse de thé d'Unreal, heu, mais mais ils sont à l'écoute et ils font évoluer les choses, effectivement. Cool. Bah, écoute, j on va conclure l'épisode ensemble, à moins que tu veuilles encore ajouter autre chose, sur Unreal ou autre, mais Non, non, c'est bien, non, c'est ça bien. va? Tu penses qu'on a fait le tour? Je sais pas si on a fait le tour, mais je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire, ouais. OK, cool. Bah, c'est le principal, ça, en tout cas. Tu t'es un peu préparé et briefé en amont, sur les 3 dernières questions. Alors Ouais, je me rappelle qui plus, mais aimerais-tu entendre sur des futurs épisodes? alors, Francophones, on s'était dit. j'y ai pas trop réfléchi. J'aurais bien dit Jean-Charles, mais tu l'as déjà fait. Ça, c'est coché. Hem, j'ai un collègue là, très talentueux qui travaille chez ILM aussi qui s'appelle, Michael Ricciotti, Ouais. que j'avais rencontré à Stuttgart au FMX et que je recommande chaudement. Heu, un autre collègue français qui travaille chez ILM également, tu me diras, bah, c'est un peu mon monde là, hein. C'est, heu, Adrien Lambert. Ouais, ouais, 1er épisode, il est sorti, ça y est. Ah! Eh Ah, oui, il l'a fait eh oui, déjà, eh Adrien oui. Lambert. Ah Le tout super 1er, c'est celui qui a super gars Adrien. Et bah, du coup, je vais te filer carrément, le nom de mon boss et de mon superviseur chéri qui m'a fait rentrer chez, Epic et qui est mon inspiration. Jérôme Plateau, heu, OK. qui a un parcours, similaire au mien, qui était chez ILM, il était chez DreamWorks, sorti de Supinfocom ou Supinfo, ouais, je sais plus si c'est Supinfocom ou une autre boîte de 3D, réputée de l'époque, et qui est donc, maintenant, big boss chez Epic, ouais, à mon avis, ça vaudrait le coup de l'interviewer et c'est Cool. pareil, je pense qu'il a des idées assez, Tranché. tranchées sur la question, hein. Peut-être, Trop bien. ouais, ouais.
Bah, écoute, c'est une bonne idée et puis, bah, merci pour ces contacts-là. Je les contacterai, sauf, Adrien qui, pour le coup, est déjà passé, mais, c'est l'occasion, pour ceux qui l'ont pas encore écouté d'aller J'ai voir un le autre, peut-être, un autre qui s'appelle Yann Dupont, ouais, qui est maintenant chez c'est quoi le nom de la boîte déjà? C'est la boîte de il est chez Microsoft, mais c'est la division jeux vidéo, et il était chez ILM aussi avant. Il était lighter chez ILM et il a fait pas mal de boîtes, je crois qu'il était chez Dineg, pendant un moment. Yann Dupont, ça roule, heu, trop bien. il va être dégoûté que j'ai dit son nom en dernier, je le connais. Je ferai peut-être une petite retouche sur le montage. Je le mettrai dans le milieu, Parfait, ça ira. parfait. Où est-ce qu'on te retrouve, Quentin? Ah ouais, est-ce qu'on Physiquement me retrouve, ou numériquement sur les réseaux, tout ça? Tu es très libre? J'habite à Ouais, Vancouver, je crois que je suis parti pour rester à Vancouver. Je suis marié, j'ai un petit garçon qui s'appelle Charlie. Hem, numériquement, bah, Facebook, je suis pas très actif, en tout cas, je mets jamais de trucs de 3D dessus. Je mets que mes photos de vacances, donc je pense que ça intéresse personne. Hem, Instagram, pareil, C'est donc perso, c'est ça que tu dis? Oui. OK. voilà, je veux dire ça, les gens auraient aucun intérêt à aller me chercher sur, Facebook ou Instagram, sauf si c'est des stalkers, mais je préfère pas du coup. Heu et sinon, j'ai ArtStation, Ouais, Quentin Marmier, ArtStation. J'ai mis les trucs d'ILM principalement, et je l'ai mis en place juste parce qu'on a libéré les trucs de Unreal 5 et il fallait un ArtStation. Mais donc, j'y mets pas beaucoup de choses. Et j'ai un site internet qui s'appelle c'est quentin.marmier, à Wix, je sais pas quoi, quelque chose, j'ai pas le nom en tête, mais si tu tapes mon nom sur Google, tu devrais le trouver rapidement. Et je l'entretiens pas trop non plus, mais voilà, ça donne, ça j'ai des dessins, j'ai des différents projets, les projets que j'ai fait chez Eddy desquels je suis fier, mon projet, Octapody, les ce que j'ai mon travail sur Octapody. Mais donc trop bien. sur mon site internet perso, ce sera plus complet. Sur ArtStation, j'ai mis que les trucs d'ILM et de Epic, et puis, bah, c'est tout. Cool. Bah, c'est déjà pas mal. Donc comme ça va donner un bon aperçu de tout ce que tu as pu faire et de tout ce qu'on a pu évoquer là pendant À la la limite, je te donne les liens et puis comme ça, tu mets les liens, quoi. bah, ouais, avec plaisir. C'est toujours dans la description les liens, quand on parle de trucs, c'est toujours mis plus bas, donc n'hésitez pas à les regarder. Et puis je vais te laisser conclure avec le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est une punchline, une blague, une réflexion, une phrase de motivation, une conclusion un peu plus générale peut-être sur ton parcours, un conseil que tu aurais voulu recevoir. Tu vois, il y a vraiment une palette de mots de la fin possible. Tu nous le formules comme tu le sens. Alors, j'en ai 2. Vas-y, 2 mots de la fin, Heu, c'est beau. la première, c'est, heu, je pense vraiment que le offline render, la méthode de faire du rendu offline, est en train de mourir et qu'il faut vraiment passer au real time. Ce sera un de mes conseils. F plus vite L'offline est mort, c'est ça? comment tu dis? L'offline est mort, c'est ça que tu dis? Le je pense, ouais. Je pense que l'offline est mort, et même s'il y a des trucs qu'on peut pas encore tout à fait faire en real time, je pense que, ça va pas tarder. Pardon, la deuxième chose que je voulais dire, un conseil, je pense que c'est un conseil clé dans ce milieu, c'est de jamais, jamais, jamais avoir peur d'utiliser un nouveau logiciel. Ne jamais rester sur sa zone de confort, jamais. C'est c'est la première et principale erreur de ce que je vois et de tous les gens que je pense ne sont pas soit pas bons ou ne progressent pas assez, c'est qu'ils restent sur ce qu'ils connaissent déjà. Jamais rester sur ce que tu connais déjà. Si on te dit: «Ah, il y a ce nouveau truc qui arrive», tu prends le couteau entre les dents et tu y vas et tu l'apprends, et pas de limite. Tu peux te faire une opinion, tu peux te dire: «C'est bien, c'est pas bien, machin», mais ce je pense que ce qu'il faut surtout pas dire, et je l'ai entendu tellement de fois dans ma carrière, tellement de fois, à dire: «Non, non, mais moi de toute façon je connais pas ce truc-là, donc je préfère rester là-dessus parce que ça je connais». Ça, c'est la mort de l'art, quoi. C'est vraiment la mort de l'art dans notre milieu. Jamais, heu, se tourner le dos à apprendre un truc nouveau, jamais.
Pas avoir peur de se remonter les manches et d'y aller et de se dire que, bah, c'est sûrement le futur qui est en train de se jouer et Même que les trucs les plus compliqués, même si c'est un truc ultra complexe et tu te dis: «Ah putain, c'est» non, il faut y aller. Ça vaut toujours le coup. cool. Bon, bah, écoute, Ne c'est ne plutôt un message vers l'avenir de, continuez à apprendre, ouvrez-vous, testez. voilà, pour le faire de manière simple, en une phrase simple et punchline, ne pas devenir un spécialiste d'un logiciel. Allez, S on va rester là-dessus. Trop bien. Merci encore Quentin, Merci à c'est toi. on a un peu débordé, mais j'avais tellement envie de qu'on continue à discuter. Je suis désolée, on est Bah, autour des 2 heures là, mais avec plaisir. Écoute, j'ai passé un bon moment aussi, à parler de moi tout ce temps-là, et donc bah, non, je suis ravi. Très bien. cool. Bah, écoute, c'était un plaisir partagé, puis a priori, tu as passé aussi un bon moment, donc bah, pour ça, un grand merci. Je t'en Si prie. vous êtes C'est moi qui t'en prie. Si vous êtes encore là à nous écouter au bout de 2 heures, c'est que vous avez normalement aussi passé un bon moment avec nous. Je vous laisse à chaque fois et je vous le dis, mais partagez l'épisode, vous en parlez aussi autour de vous, abonnez vos potes, abonnez-vous et puis, on se retrouve la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Salut Quentin. Bye bye. Ciao.